Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Nathalie Marquet-Pernot, qui a été la femme de Jean-Pierre Pernaut pendant plus de 21 ans, qui a sorti un livre qui s'appelle Un signe de toi, qui a des signes depuis le décès de Jean-Pierre et qui va nous raconter ça, les signes après la mort. Sujet hyper intéressant. Elle a été Miss France en 1987. On va aussi parler de tout son parcours hyper intéressant. Comment après elle est devenue comédienne, chroniqueuse, comment elle est partie habiter en Martinique, pourquoi elle est revenue. Tout son parcours très intéressant. Elle va nous expliquer ça. Juste avant, sachez qu'on est dispo en podcast audio. Prenez 30 secondes. Si vous n'avez pas encore Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast, vous pouvez nous rajouter. Vous tapez Légende Média ou Guillaume Play. Vous allez tomber sur nos podcasts. On est numéro 1 des podcasts en France en ce moment. Merci beaucoup à vous tous de les écouter de plus en plus nombreux chaque mois. C'est un truc de faux. Si vous voulez nous écouter quand vous êtes au boulot avec les écouteurs, si vous êtes en voiture, si vous êtes dans les transports, si vous êtes en train de faire du sport, vous pouvez nous écouter en podcast audio. Et là, c'est parti avec Nathalie Marquet-Pernot. On y va. Bonjour, je m'appelle Nathalie Marquet et je suis venue pour présenter mon livre « Un signe de toi ». Alors, c'est plein de signes que je reçois de mon Jean-Pierre parce que la mort n'existe pas. Merci Nathalie. Et ben voilà, et en une fois tu l'as fait. Hein. C'est pas facile, les 30 premières secondes de cette émission avec ce clap, ça tend tout le monde. Oui. Le reste est le plus facile, t'as fait le plus dur. C'est comme dans une piste noire, c'est le lancement, puis après tu vas tout droit. Et comme je fais jamais de ski... Bienvenue Nathalie, ça fait plaisir. Nathalie Marquet-Pernot, on s'est rencontrés dans Les Traîtres, sur M6, pour tout vous dire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai vu que tu sortais un livre. Tu m'en avais parlé. On avait fait un dîner à l'époque chez toi. Après Les Traîtres sur M6, on a fait un dîner avec toute l'équipe, avec toute la bande, etc. Et tu m'en avais parlé. On avait parlé des signes après la mort, etc. On avait abordé le sujet entre nous, vraiment en one-to-one à côté. Intimité, tranquille. Et j'avais trouvé ça super intéressant. J'ai dit, mais c'est génial et tout. Il faudra le raconter un jour parce que ça va parler à plein de gens. Et un jour, je reçois ton livre dans la boîte aux lettres. Et je dis, génial, etc. Il s'appelle Un signe de toi. C'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Voilà, l'éditeur Guy Trédaniel. Je vous mets le lien en cliquable pour ceux que ça intéresse sous la vidéo. Si vous voulez aller lire le livre, il y a plein de photos d'ailleurs aussi. Et tu parles le signe de toi, tu parles du signe après la mort. Oui. Est-ce que tu connais l'émission? Tu as déjà vu des extraits un peu de ce qu'on fait? Oui, des extraits, j'en ai vu plein de toi. Bon, on va refaire ta vie. Le principe est très simple. On va refaire ta vie. On va tout à l'heure avoir une petite surprise qui viendra ici performer. T'as pas voulu savoir ce qu'il y a dans l'émission? Bah non, j'aime bien, moi, d'être en direct comme ça. C'est vrai? C'est mieux. Bon, tu vas voir. Franchement... Tu vas pas me faire pleurer, quand même. Il y a pas... Non, attends. Ça va. Franchement, il y a que des trucs sympas et tout. On a essayé de te faire plaisir au maximum. On a essayé de prendre quelques photos. On en reparlera tout à l'heure. Mais juste pour ceux qui ne savent pas, Miss France 87. T'as été comédienne, t'as joué dans plein de choses. T'as été chroniqueuse télé. T'as été la compagne de Jean-Pierre Pernaut aussi, justement, on va en parler tout à l'heure, pendant 21 ans, le présentateur du JT de TF1 à 13h. T'as reçu des signes, t'as eu toi aussi des prédictions. Tu sais que ça faisait 10 ans que tu savais qu'il allait mourir avant ses 72 ans, même tu m'en avais parlé à l'époque et tout, je trouve ça fou. Et je sais que c'est un vrai sujet intéressant. Juste pour reprendre le début de ta vie, pour comprendre la construction, tu viens d'Alsace, père garagiste, maman femme de ménage dans les hôpitaux. T'étais quel genre de petite fille? Alors, j'étais un garçon manqué. Ah bon? Ah oui, j'étais terrible, mes pauvres parents. C'est vrai qu'à la maison, c'était très strict. Et moi, je voyais tous mes potes qui avaient le droit de sortir, mais pas moi. Moi, j'avais pas le droit de sortir. Une fois 19h, après manger, je devais rester dans ma chambre, mais j'avais pas le droit de sortir avec les potes. Ah bon? Oui, et donc moi, ça m'énervait, et donc je faisais le mur. Et je sortais par le balcon et j'allais rejoindre mes potes. Et puis, à l'école, c'était une catastrophe aussi. J'étais un cancre parce que je ne supporte pas et je ne supporte toujours pas les ordres. Et les profs qui me donnaient des ordres à faire des devoirs et tout ça, je ne supportais pas. Donc, je séchais beaucoup les cours. J'allais pas souvent en cours. C'est pas bien. Ah oui? C'est pas bien du tout. Ah oui. C'est bon, t'inquiète. Franchement, j'ai reçu des braqueurs de banque. Ah, tu peux dire que t'as séché 3 heures, ça a choqué personne ici. Beaucoup. J'ai fugué aussi de la maison parce que ce que je faisais, c'est que mes parents pensaient que je travaillais bien à l'école parce que j'avais ma meilleure amie qui était la première de la classe. Donc, une fois qu'elle recevait les bulletins à la maison, elle me le donnait après. Je changeais son nom et je mettais mon nom et je donnais à mes parents ce bulletin et ils pensaient que je travaillais très, très bien. Jusqu'au jour où il y a le proviseur qui a voulu voir mes parents et là j'ai douillé. Et attends, tu deviens Miss Alsace à quel âge? 19 ans.
19 ans. Là, t'étais plus garçon manqué, on est d'accord. Mais si, avant, c'est mon père qui m'a forcé à me présenter pour Miss C'est vrai Alsace. Mais oui, moi, je voulais pas. Attends, Non, je voulais pas. Et comme mon père, le pauvre, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire, ma fille, c'est pas possible. Donc, c'est mon père qui m'a inscrit pour la présélection de Miss Alsace, parce qu'il y a au moins plus de 100 candidates qui se présentent. Et donc, mon père fait, voilà, j'ai envoyé tes photos, ton CV. Le CV, il n'y a pas grand-chose à il dire. te demande même pas, il l'envoie? Non, il Mais l'envoie. non, incroyable. Et oui, il a pris les photos, il l'a envoyé. Et un soir, il rentre, il me fait, bah voilà, ma puce, t'as été sélectionnée pour Miss Alsace. J'ai dit, quoi? J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais ça va pas, c'est ringard, je veux pas. C'est vrai? Ouais. J'ai dit, mais hors de question. C'était en 87? Ouais, là, c'était en 86. 86, encore. oui. Ah non, Ouais, c'était encore en 86. Et donc, je suis partie monter dans ma chambre. Avec mon père, j'ai fait la gueule pendant au moins 3 jours. Puis ma mère, elle monte dans ma chambre un soir et elle me dit, écoute, fais plaisir à ton père. De toute façon, tu ne risques pas de gagner. Et là, je regarde ma mère et je dis, ah, mais oui, t'as raison. Donc, je suis partie pour Miss Alsace et puis j'ai gagné. C'est terrible. Enfin, au début, ça m'a fait très peur, mais en même temps, je me suis dit, bon, je vais faire plaisir à mon père, je fais Miss Alsace, après je rentre à la maison. Sauf qu'avant de faire le défilé, ce que je ne savais pas et que j'ai pas fait attention, c'est que j'ai signé, vous savez, un papier pour dire que je participe à Miss Alsace et après tu pars automatiquement à Miss France si tu gagnes Miss Alsace. Mais moi, j'ai pas lu le papier. Tu sais, j'ai signé comme ça, je faisais confiance, j'ai donné le papier. Et donc, quand on m'a dit, ben voilà, Miss Alsace, c'est Nathalie Marquet, ouais, ben, j'étais contente, mes parents étaient contents. Bon, ouais, ça te faisait marrer. Voilà. Ouais, ça me faisait rire. En fin de compte, après, je m'étais bien amusée sur le podium. C'était qui? C'était Geneviève, déjà? Geneviève. Elle était là, oui. déjà? Ah oui, de oui. Fontenay? Ah ben, j'ai connu qu'elle, moi. Hein. Ça Ah là faisait là. longtemps, hein, avec son fils. Et puis... Et on te dit rendez-vous à Paris? Et Madame de Fontenay, elle me dit, bon, si vous comptez gagner avec ses cheveux frisés et n'importe comment, les cheveux en bataille et tout, ça va pas être possible. Il faut que vous ayez les cheveux tirés en arrière et du rouge à lèvres rouge. Je la regarde, je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est... Enfin, elle est terrible, quoi, elle me faisait peur. Et je me suis dit, oh, de toute façon, j'irai pas, moi, Miss France, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, on m'appelle après, dans les coulisses, derrière, bon, bah voilà, pour Miss France, ça sera telle et telle date. Je dis, non, mais comprenez bien, je ne veux pas y aller. Ah, mais vous êtes obligé, vous avez signé. Je dis, comment ça, j'ai signé? Ben oui, le papier. Ah, bon, d'accord. Bon, bah, ok. Mais là, tu vas dire, ta mère, elle va te dire, fais plaisir à ton père. Bah, au moins, elle est... Non, mais voilà. Et puis, par miracle, ben, oui, je suis partie pour la première fois à Paris. Et là, j'ai fait la bonne petite fille. J'avais les cheveux tirés en arrière. Ah, t'as écouté Geneviève? Oui, j'avais écouté Geneviève quand même. Et j'ai mis du rouge à lèvres rouge pour pas qu'elle m'engueule parce qu'elle me faisait peur. J'ai eu peur, notre premier rapport était assez violent. Et quand elle m'a vue arriver, elle m'a pris dans ses bras et fait « Oh, mais qu'est-ce que vous êtes magnifique !» Et l'amour est né entre nous deux avec Madame de Fontenay. Attends, qu'est-ce que c'est que cette photo? Oh, mais ben voilà, l'horreur. Non, mais t'avais pas du tout les cheveux tirés, là. Ah non, mais là, c'était... pour me présenter à Miss France, je veux dire, quand j'arrive, tu sais, quand toutes les Miss arrivent, on est pendant 15 jours pour faire des répétitions et tout ça. Et c'est eux qui m'ont fait des mèches encore plus. Et c'était la mode, excuse-moi, c'était en 87, là. T'étais pas garçon manqué, là, ça va. Bah parce que j'ai vite appris à me faire maquiller et j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Mais on a peur, on a peur. Merci pour cette photo, je m'en souviendrai. Très sympa. Putain, c'est vous. Mais c'était la mode, hein. Attends, donc tu pars à Miss France, finalement, tu le fais? Oui. Ton père, il est content, ce Miss Alsace? Fou de joie, quoi. C'est vrai? Il est heureux, puisqu'il était comique après, enfin, pour l'élection de Miss France, tu sais, il y avait des votes et tout, donc mes parents, ils étaient en Alsace, et mon père était parti dans une cabine téléphonique, parce que ça n'existait pas les portables, ah oui. et pour donner ses votes. Et mon père, il n'arrêtait pas de mettre des pièces et des pièces et des pièces pour donner sa voix pour moi, pour Miss Alsace, et ma mère de la maison. Sauf que ma mère, après, elle a vu que j'ai gagné, mais mon père ne savait pas. Il continuait à mettre des pièces. Fallait payer à l'époque. C'était comme les SMS de maintenant. Ouais, ouais. Ah là là, c'est fort. Les 1 franc, là, à l'époque. Dans les cabines téléphoniques. Ouais. Ça me rappelle vraiment bien mon âge, là. Ouais. Les 1 franc, c'est pas mal, ça. Donc, ouais, non, mais c'était rigolo. Donc, ma mère, elle est sortie en pyjama dans la rue et elle fait, ça y est, elle a cherché mon père. Ça y est, ta fille a été élue. Donc, c'était formidable, quoi. Après, c'est pas flatteur que ta mère ait dit, de toute façon, tu gagneras pas. Tu as dit, attends, si, je vais gagner. En fait, ça a dû te donner envie de, bah tiens, je vais te montrer que Bah, si. même pas, non, C'est vrai parce que je pensais qu'elle avait raison, quoi. Ah ouais? Mais oui. Mais Après... tu sais, j'ai eu beaucoup de chance d'être élue Miss France quand même, hein, parce que c'est vrai que ma première dauphine, c'était une bombe atomique. Hein, c'était Miss Réunion, elle avait des yeux verts en amande, des longs cheveux noirs jusqu'ici, sublimissime.
Sauf que j'avais la chance qu'en Alsace, eh ben, ils sont très chauvins. C'était la toute première émission diffusée sur France 3. Ah, c'est la première fois que c'était diffusé à la Mais oui, télé. mais oui, en plus. Et donc, ça a fait un carton. Mais les Alsaciens ont tellement voté en masse. Et pour La Réunion, c'était un peu compliqué. C'était un peu plus loin. C'était moins modernisé comme maintenant. Et c'est cette chance que j'ai eue. J'ai eu ma bonne étoile déjà. Ah ouais. Hum. Et tu te retrouves avec... Il y a tes parents qui t'accompagnent? À Paris, non. Non. Ah, Non, c'est non. vrai? Ils Non, le non. voient à la télé? Oui, oui, oui. Oh là, ils Ben oui. doivent pas en croire leurs Ah yeux. ben, c'était le 31 décembre 86 pour passer l'année 87. C'était Wow. en plus pendant le réveillon. Et là, quand tu gagnes, en vérité, tu te dis, putain, fait chier. Ben, Ou t'es contente quand même, Non, non, je suis choquée. par Je suis fierté, tu vois. Non, parce que même on voit, à chaque fois, on me montre cette image, tous les ans, je la vois, cette image de quand on me couronne, et je fais une moue. Ah, c'est vrai? Ouais, genre, je suis désolée, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir pris la place de la première dauphine. Ah. Et tu vois, et même dans la salle, ça criait un peu, l'air de dire, ouais, c'est pas juste, on aurait préféré la Miss Réunion. Et je les comprends. C'est normal. Ouais. Et donc, je suis désolée, je m'excuse d'être là, quoi. Et d'ailleurs, j'ai partagé mon bouquet de fleurs avec ma première dauphine. Ah, trop sympa. Tu vois, je me suis Et repars excusée. pas les mains vides. Donc, voilà. Et donc là, tu fais la moue, etc. Mais t'es quand même contente après, le lendemain et tout. Tu dis, ouais, c'est quand même cool d'être Miss France. C'est quand je suis rentrée dans la chambre d'hôtel où j'ai vraiment réalisé en enlevant l'écharpe. Je dis, c'est moi Miss France. Je dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire en tant que Miss France? Je ne savais pas. Tu sais, maintenant, c'est plus facile parce que L'habitude. voilà, on voit les filles on voit les élections de Miss France chaque fois sur TF1, on voit comment ça se passe, on a l'habitude de les voir. Mais là, c'était la première fois diffusée à la télé et la plus médiatisée. C'est la première fois. Donc, après, ouais, j'étais contente quand même. Ouais, c'est vrai. Bah oui, Et tu après, vis des seulement après, trucs j'ai réalisé. Hein. Ouais, tu vis des trucs sympas quand même pendant un an. Ah ouais, non, génial. Moi, je l'ai fait 7 ans avec Madame de Fontenay. Parce que comme j'ai eu un titre de Miss Monde... T'as été Miss France pendant 7 ans, le mec a pas compris. Elle se représente à chaque fois. Chaque fois, je me représentais. C'est le concours arnaque. Mais attends, c'est quand même la même qu'année dernière, là. C'est pas la même région. Miss Bourgogne, Nathalie Marquet. Non, mais c'est comme j'ai eu un titre de 6e dauphine de Miss Monde. Et c'était... Ah bah tu vois, tu fais genre, tu t'excuses d'être là. Attends, 6e dauphine Miss Monde, ouais, pas encore mal. une chance. Ouais, c'était pas mal parce Bravo. qu'à l'époque, on était plus de 130 candidates à Miss Monde quand même. C'est énorme. Et d'ailleurs, là, c'était Madame de Fontenay qui disait... Ne vous attendez pas à avoir un résultat parce que la France ne gagne jamais. Il y a beaucoup de politique en jeu. Vous allez passer un mois avec plein de cultures différentes, 130 filles, ça va être génial, une super expérience. Je dis oui, Madame de Fontenay, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir et tout. Et donc, pendant l'élection de Miss Monde... C'est où? C'était à Londres. La finale était à Londres. Okay. Et donc là, ils appellent les 12 finalistes. Et à un moment où ils m'appellent, Miss French... Moi, l'anglais, ça fait 2. On se moque pas de moi. Et je l'ai pas entendu. Et donc, il y a eu un vide total. Et à ce qui paraît, ils m'ont appelé 3 fois. Et là, il y a la Miss Finlande à côté de moi qui fait... Psst, psst. Je fais, what? Go. What? Et j'entends Miss... Oh, mais le choc. Là, j'ai eu un gros choc. Ah ouais, tu t'es dit, attends, mais je m'y attendais pas du tout. Je me dis, vraiment, là, c'était un choc. 130 filles, quand même, c'est des bombes atomiques. Il y en a beaucoup qui sont refaites aussi. À l'époque, il y en a pas mal. Ah oui, la chirurgie et tout. Ah bah là, ça y va. Hein. En France, on n'a pas le droit. Les Miss France n'avaient pas le droit. Maintenant, je pense qu'elles ont le droit. Et donc, un bonheur. J'étais contente, là. Bah et ouais. après, je finis 6e. J'avais quand même eu la 3e meilleure note en maillot de bain, à l'époque. Ah waouh. C'était pas mal, à l'époque, je précise. Est-ce que tu as eu un mauvais souvenir? Tu sais, on parle toujours des échecs aussi ici. Est-ce qu'il y a un moment donné où dans l'année, tu fais un truc pas intéressant, où tu as une peur? Tu vois, Iris Mittenard nous a raconté, elle a pris l'avion. Elle avait une très grosse peur en avion. Est-ce qu'il t'est arrivé une galère pendant l'année Miss France un peu drôle? Drôle, disons que j'ai échappé à une mort quand même, parce que je devais faire l'inauguration d'un avion en Alsace en tant que Miss France. Et j'aurais dû monter dans cet avion, mais on a eu un empêchement avec Madame de Fontenay et l'avion s'est écrasé. Mais non. Mais oui. Ah waouh. Donc j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Heureusement que je ne l'ai pas pris. La vie, c'est fou, hein, ça tient pas à grand-chose. Ah, mais de toute façon, ta destinée est tracée, tu dois mourir le jour où tu dois mourir, tu peux pas changer, quoi. C'est tracé. Ça me rappelle le film Destination Finale, cette histoire. Non, mais c'est ça. Attends, et c'était quoi l'avion? C'était un petit Airbus, un tout nouveau Airbus. Ah là là, et qui s'est écrasé. Ouais. Mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Hein. Et c'est quoi ton meilleur souvenir, avant de parler de la suite, en tant que Miss France? Meilleur souvenir... Meilleur moment de ta vie en tant que Miss France? Ta vie de Miss? Ouais, tous ces voyages qui étaient extraordinaires. La rencontre avec Chirac à l'époque aussi, où je me souviens, j'avais appris tout un discours, parce que je devais le recevoir à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Et j'avais appris tout mon discours. Et j'arrive devant lui, il m'a impressionnée parce qu'il était très grand. Et je m'y attendais pas du tout. Pareil, ouais. Et il arrive vers moi, il me tend ses bras, et je voulais parler, et il m'attrape dans ses bras, et il me fait 4 bises, et il me met comme ça, il fait « Oh, mais vous êtes tellement jolie !» Et il me refait 4 bises. Et ben, j'ai pas dit de discours. J'ai tout oublié le discours, j'ai rien dit. C'est vrai? Ouais, et c'était rigolo. Il a eu du charisme, en vrai. Ah oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. quand tu le voyais arriver. Ah tu ouais, disais, ok. vraiment. Après, tu vas chez AB Productions. Ah oui. Ça, je savais pas. J'ai découvert Ah ça. Ouais, je pense qu'il y en a plein qui vont découvrir aussi. Tu as fait plein d'apparitions dans des séries qui cartonnent à l'époque. Alors, ça s'appelait Le miel et les abeilles, Salut les musclés, etc. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté. Oui. Tu voulais devenir comédienne? C'était une envie que tu avais après Miss France? Tu as des nouvelles envies qui arrivent? Non, tout s'est déclenché. C'est avec des rencontres. Parce que j'ai jamais pensé être comédienne, mais tu fais une rencontre, et je sais même plus comment c'est. C'est d'opportunité, tu rencontres quelqu'un. Voilà, tu rencontres des gens, viens faire un casting et tout. Je fais bah oui, pourquoi pas. Et puis j'ai passé le casting, et puis ça a passé. Chaque fois, ça a passé. Et je me suis retrouvée dans plusieurs séries comme ça, et c'était très, très sympa. Ça t'a plu, ouais? Ah ouais, vraiment. Et Jean-Luc Azoulay, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de Le fidèle. patron d'AB Productions. Ouais, d'AB Productions, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui est toujours présent pour tous ses comédiens, encore maintenant. Et franchement, c'était une très, très belle époque. Jean-Luc Azoulay, il s'était fait construire, si je dis pas de bêtises, il y avait des énormes studios à l'époque à la Plaine Saint-Denis, et il s'était fait construire une villa sur le toit des studios. Ouais. Et vivait avec un jardin sur le toit des studios pour ne pas avoir à aller plus loin, etc. Il descendait sur le tournage, il remontait, mais une villa comme si c'était une villa sur des toits. C'est très bizarre. Ouais. T'as déjà vu? Bah oui, je l'avais vu. Et si je dis pas de bêtises, c'est là qu'ils ont tourné Love Story, non? Ou, Oui, je sais plus Secret Story, je crois. Secret Story, Ouais. pardon. Ou Love Story, je sais Avec plus un une des deux. piscine et tout, hein. Le gars, Ouais. c'est une villa de ouf à la campagne, mais en fait, c'était sur des toits à la Plaine Saint-Denis avec des immens. Quand même dingue. C'est fou, quoi. Et alors, t'écris dans le livre, page 18, tu dis en 98, jeune femme de 30 ans, j'ai eu à me battre contre une leucémie, je l'ai vaincue. Je savais pas non plus que t'avais une leucémie. Ouais. Oui, ça a été un choc. Et puis, surtout, je suis encore une rescapée, quoi. Parce que ça s'est passé, j'étais en Martinique. Et Tu l'apprends, tu veux dire? Ouais, voilà, parce que je vivais en Martinique à cette époque-là. Et là, j'ai vu 8 médecins avant d'avoir le bon résultat. Parce qu'on me disait que c'était la dengue. Vous savez, la dengue, c'est un moustique qui vous pique. Et voilà, de la fièvre et tout ça. Et je commençais à saigner des gencives. Et je disais, non, ça, c'est pas la dengue. Et j'avais une intuition au fond de moi. Je me disais, j'ai quelque chose de plus grave. Et à mon petit ami de l'époque, je lui ai dit, écoute, en pleine nuit, je me suis réveillée. Je lui ai dit, soit j'ai une tumeur à la tête ou une leucémie. Et pourtant, je ne savais pas ce que c'était une leucémie. Je ne connaissais pas. Et mon petit ami de l'époque, il me dit, écoute, recouche-toi, ça va, tu vas aller mieux demain et tout. Et le lendemain matin, je ne sentais pas bien et tout. Et là, j'ai senti cette force où j'ai dû prendre ma voiture avec à peine 6 de tension et 41 de fièvre. J'ai pris la voiture et en roulant, je vois une église. Et j'ai été attirée vers cette église. Donc je me gare, je vais dans cette église. Et là, quand je rentre, je parle. Et je parle aussi beaucoup avec ma grand-mère et tout, je parle. Et là, je pleure, je me vide au moins pendant 1 heure. Parce que j'ai supplié, parce que j'ai dit, j'ai quelque chose de grave, je veux m'en sortir, aidez-moi, trouvez-moi la solution, parce que les 8 médecins me disent que c'est la dingue, et je sais que j'ai quelque chose d'autre. Et là, donc je pleure, je sors de cette église, je reprends la voiture. Non, avant de reprendre la voiture, je vois une pancarte d'un médecin. Je dis, mais c'est dingue ça, ça me met sur le chemin d'un médecin. Donc je rentre, j'avais pas pris rendez-vous, et le médecin me reçoit. Et là, c'est là qu'il me prend ma tension, et je savais que j'avais à peine 6, et 41 de fièvre. Ils m'ont dit, mais comment vous faites pour être debout, c'est très dangereux. J'ai dit, oui, je suis pas bien et tout. Et la chance inouïe, c'est qu'en face du médecin, il y avait un laboratoire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne pensait pas faire des prises de sang automatiquement. Maintenant, oui, on le fait, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Et elle me dit, écoutez, vous allez vite aller en face, vous allez faire une prise de sang, et vous revenez tout de suite dans mon cabinet, vous ne repartez pas comme ça. Je fais, oui. Je vais faire ma prise de sang, je vais voir mon médecin, et 1 heure après, elle me dit, mais j'ai jamais vu une prise de sang aussi catastrophique. Elle me dit, je me demande comment vous faites pour être encore là, parce que j'aurais dû être morte déjà. Et 41 de fièvre, c'est... Mais j'avais plus de sang 6 de encore. tension, un problème. Hein. Voilà. Et elle m'a dit, écoutez, je peux pas vraiment vous dire ce que vous avez, mais il faut que vous rentrez en urgence à l'hôpital. En métropole, tu veux dire? Non. Là, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille en Martinique avant. J'avais pas le choix. Donc, je suis arrivée à l'hôpital de la Martinique. Et là, ils m'ont fait des examens. Et le médecin, il vient avec une aiguille comme ça pour te faire une ponction ici. Et je le regarde avant qu'il me fasse la ponction et je lui dis, je dois avoir une leucémie. Il me regarde, il me dit, on verra, j'espère pas. Et il me fait cette ponction et 2 heures après, il revient, il me fait, mais écoutez, 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'on m'annonce
ce que vous avez, oui, vous avez bien une leucémie. Une leucémie, c'est un cancer du sang. Cancer du sang. Et violent, quoi. C'est violent. Mes parents étaient là aussi, parce que ma mère était venue en vacances me rejoindre. Et donc, ils ont été adorables là-bas en Martinique, parce que le professeur a dit, écoutez, on va essayer de trouver vite une place en métropole, à Villejuif, qui est un hôpital extraordinaire. Et ils m'ont trouvé une place, heureusement. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Donc, je ne pouvais pas faire le voyage assis, ni marcher, parce que c'était trop dangereux. On a dû me mettre beaucoup de culots de sang avant de voyager, parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'on m'a dit plus tard, on ne savait pas si j'allais tenir le voyage. Donc sur un brancard, dans l'avion et tout, et je suis arrivée le 5 janvier, voilà, 98, à l'hôpital de Villejuif. Alors, ce qui est un petit truc comique, c'est que j'avais tout vendu, mes affaires d'hiver. J'avais que des petites tenues. Arrivé le 5 janvier, en plein hiver, avec une mini-jupe, oui, en France, des tongs. Et puis j'avais mis des longs rageux avec des longues tresses jusqu'ici, tout, la mode. Pourquoi de là-bas. Pourquoi t'habites en Martinique? Je t'ai pas posé la question. Et parce que il y a un moment où j'en ai eu marre avec le côté Miss France, j'avais marre côté paillettes, et je suis partie de chez moi. Enfin, j'ai plaqué mon mec de l'époque, j'ai plaqué mon appartement, mon boulot, j'ai pris mon chien, une valise, et j'ai pris un billet d'avion. Je suis partie vivre avant en Guadeloupe. Ah waouh, ok. Sans savoir ce que j'allais faire. Et donc je traînais sur la plage, j'étais bien, sans ordre. J'aime pas les ordres, comme je t'ai dit au début, je déteste ça, je déteste avoir un patron derrière moi. Et il y a une jeune fille qui vendait des maillots de bain sur la plage, et elle me voit, elle me dit, ça fait un moment que je te vois là et tout, t'aimerais pas vendre des maillots de bain sur la plage? Je dis, mais j'ai jamais fait de vente, mais j'ai déjà fait des défilés, mais jamais de vente. Elle me dit, écoute, ça te dirait pas? Je dis, mais pourquoi pas? Et donc, je suis partie voir sa patronne, mais en sachant que donc elle m'a dit, bah voilà, je vous présente la collection, je vais vous donner la collection des sols, parce qu'en général, quand on débute dans ce métier-là, c'est très difficile à vendre sur les plages et tout. Je suis bon, d'accord, je vais essayer. Et puis le patron, il reste chez lui, il ne te suit pas à la plage. Donc, si tu as envie de poser pendant 1 heure ou nager pendant 1 heure, tu pouvais, tu vois. Et donc, je rentre de ma première journée de travail et je vais voir mon patron. Je dis, écoutez, j'ai fait que 19 pièces, je suis désolée. Elle dit, pardon? Je dis, oui, 19 pièces. Elle me dit, mais j'ai jamais eu ça. D'habitude, le premier jour, on fait 0 pièces. Et avant de vendre 1 ou 2 pièces, ça met au moins 3 semaines. C'était génial. Donc, après, j'ai travaillé pour cette personne. Après, j'étais responsable de la marque. Et ensuite, elle m'a demandé si je voulais pas aller en Martinique, être responsable aussi, et organiser des défilés de mode avec des filles voilà. Et après, j'ai monté aussi ça à Saint-Martin, aussi, où je faisais des défilés dans des hôtels prestigieux. Et au petit déjeuner, on faisait la vente des maillots de bain. On cartonnait. Waouh. Et attends, et donc là, tu reviens en France pour la leucémie, du coup en métropole? Enfin, t'étais oui, c'était en métropole. Tu te soignes combien de temps ça dure? 1 an à l'hôpital. Ah, waouh. Ouais, j'étais beaucoup dans les chambres stériles, à pas pouvoir sortir de la chambre. Puis moi, je suis un cas à part aussi, parce que quand tu as une leucémie, tu es obligé de faire la greffe de moelle. Et les médecins, donc plusieurs professeurs sont entrés dans ma chambre. Il me dit, ben voilà, mademoiselle Marquet, parce que je n'étais pas mariée encore, je ne connaissais pas Jean-Pierre non plus. Il me fait, ben voilà, vous avez une leucémie, vous êtes obligée de faire la greffe de moelle. Et je dis, oui, et alors? Il me fait, ben le problème, c'est quand on fait une greffe, on est 100% stérile. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Là, je dis, c'est pas possible. Ah non, je dis, regardez-moi bien là. Je dis, hors de question, je veux avoir des enfants et je veux avoir mon prince charmant. Donc, je les aurai. Donc, votre greffe, je ne le ferai pas. Et là, ils m'ont dit, bah non, vous allez droit au suicide. Mes parents étaient là aussi. Et ils ont dit, mais non, mais tu peux adopter. Et je dis, non. Je dis, si vous me faites la greffe, je vais mourir. Et je sens au plus profond de moi, déjà, je ressentais des choses. Je dis, je sens au plus profond de moi, si vous ne me faites pas la greffe, je sais que je vais m'en sortir. Et il faut que vous me laissez ce but, parce que si vous m'enlevez ce but de la vie, ça va pas le faire. Et il y a le docteur Boris à Villejuif, lui qui m'a dit, écoutez, moi, je vais vous suivre de très près et je vous fais confiance et on va se battre autrement. Et je m'en suis sortie, quoi. Oh, bravo. Miracle. En combien de temps? 1 an, du coup, en tout? Oui. C'est ça? Enfin, oui. Tu fais 1 an d'hôpital et tu sors. Oui, alors le docteur Boris était étonné, parce que dès que je suis sortie de l'hôpital, moi, je suis repartie au départ à Saint-Martin et j'ai plus donné de nouvelles. Et mon médecin, d'habitude, quand vous sortez d'une leucémie, tous les mois, vous allez faire une prise de sang, vous allez refaire des contrôles. Moi, plus rien. Je savais que j'allais bien. Ah oui? Oui. Et je l'ai rencontré seulement pour mes 40 ans. Pour mes 40 ans, donc Jean-Pierre avait fait une grande fiesta. Et j'ai voulu inviter le professeur Dr Boris, parce que je me suis dit, c'est grâce à lui aussi si je m'en suis sortie. Et il a halluciné quand il a eu mes nouvelles. Il a dit, mais je croyais que tu étais morte, moi. il a halluciné, parce que lui, c'est un grand médecin, grande pâté et tout. Et donc, il est venu, il a dit, mais je n'ai jamais vu une patiente comme toi.
C'est du jamais vu. On va parler comment tu ressens les choses et tout, c'est intéressant. Tu rencontres, c'est 3 ans plus tard, en 2001, Oui. c'est ça, que tu rencontres Jean-Pierre Pernaut. Tu es invité à l'élection de Miss France, comme chaque année, j'imagine. Oui. Les anciennes Miss, vous pouvez revenir, vous êtes Oui. toujours invité à vie, j'imagine, après. En 2001, c'est Sylvie Tellier, c'est ça, Oui. qui remporte le concours. trophée. Comment est-ce que tu rencontres Jean-Pierre? Eh ben, c'était pendant l'élection de Sylvie Tellier, donc. Et puis, Mme de Fontenay, elle me dit, parce que j'étais dans les loges avec elle, parce que je l'aidais beaucoup pour les autres candidates avant l'élection. Ok. Et Mme de Fontenay, elle me dit, vous serez assise à côté de mon ami Jean-Pierre Pernaut. Je fais, c'est qui, Jean-Pierre Pernaut? Elle fait, vous connaissez pas? Je fais, non, tu sais, moi, je regardais jamais le 13h, c'était plutôt le 20h. Et quand j'ai vécu En 8 Martinique, ans, en Guadeloupe. voilà, je vais pas me mettre devant le 13h. Ouais, à 2h du matin. Voilà. Donc, je ne savais pas qui c'était. Il me dit écoutez, vous le verrez, il est charmant et tout. Je fais, d'accord. Et puis, juste avant que l'émission arrive, donc je passe sur le plateau et je cherche ma place. Et donc, je vois une fille assise à côté de Jean-Pierre. Et là, je fais, excusez-moi, mademoiselle, mais c'est ma place. Elle me dit, non, on m'a dit de me mettre... Je fais, non, on m'a dit de me mettre à côté de Monsieur Pernaut. Vous êtes bien Monsieur Pernaut? Oui. Il était content, oui. Et donc, la jeune fille, elle est partie. Je me suis assise à côté de lui. Et on n'a rien vu l'élection de Sylvie Tellier. On n'a fait que rire. Ah, c'est vrai? On n'a fait que parler. D'ailleurs, ça s'est vu, il y avait beaucoup les caméras sur nous pendant l'élection de Miss France de Sylvie. C'est quand même... C'est marrant, t'as un souvenir de ça, quoi. Ah ouais, mais c'est génial, c'était génial. J'ai revu des images qu'on m'a montrées. Et puis, ce qui était marrant, c'est que... Quand la soirée était terminée, c'est que j'avais plein d'appels de mes amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc. Et du côté de Jean-Pierre, c'est pareil. Tous ses amis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nathalie? Il s'est passé qu'il y a eu Cupidon qui nous a jeté la flèche sur tous les deux, quoi. Et attends, et en fait, rapidement, tu dis, en fait, dans le livre, t'es persuadé que Jean-Pierre est l'homme de ta vie? Oui. Quasiment instantanément. Oui, le pauvre, alors lui, parce que... T'as pris pour une folle au début quand tu lui as dit ça? Ça lui a fait peur? Ben non, mais je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Parce que à notre premier rendez-vous amoureux, donc c'était à la Tour Eiffel, et direct, j'ai entamé la conversation en disant, écoute-moi bien. C'est la première fois que vous vous voyez? Or, tous les deux ensemble. Notre premier déjeuner d'amoureux. Date. Ouais, date. Avant, oui, on était déjà amoureux. Il s'était rien passé encore. Ah oui, vous vous écriviez un peu et tout ça? Des textos, parce que lui bossait, moi je tournais une pub et tout ça, il m'envoyait des textos. Vivement qu'on se retrouve. Ah oui, tu savais que c'était dans la poche, quoi. Ah oui, quand même. Okay. Ah oui. Ah bah oui. Non, mais tu pouvais y aller un peu en mode deuxième rendez-vous, mais pas sûr. Non, ça se sent, ces choses-là. Moi, non, j'avais pas de temps à perdre. Je voulais avoir un enfant, je voulais un serment. Et donc, je le vois, je dis écoute, voilà, je sais que tu as 51 ans, et moi, j'en ai 36, j'ai plus de temps à perdre, je sais que tu es l'homme de ma vie, et je veux avoir des enfants. Donc, je vais te poser la question, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Parce que si tu n'as pas envie d'en avoir, il faut qu'on arrête là. Et je peux comprendre, je te jette pas la pierre, parce qu'à 51 ans, surtout un homme qui a déjà eu des enfants, déjà une première famille... Il avait déjà d'autres enfants? Oui, il y avait déjà 2 premiers enfants. Un homme, une fois qu'il y a des enfants, il n'a pas envie de s'emmerder, entre guillemets, avec d'autres enfants. Enfin, voilà, c'est... Donc, se remettre dans les couches, pour tous les parents, ils savent ce que c'est quand on sort, t'as plus envie d'y retourner. Évidemment. Et puis surtout, t'as envie de revivre, quoi. T'as envie de continuer à ressortir, revivre, de repartir en vacances. Voilà, évidemment. Et Je regarde derrière la caméra, parce que Clément, qui est derrière la caméra, et papa aussi, et c'est pour ça on se fait des signes de tête. On se comprend, et puis voilà. Ah bah oui. Et bah oui, je suis passée par là aussi après. Ah oui. Et Jean-Pierre te dit quoi? Et là, il me dit, mais attends. Je suis bon, d'accord, c'est qu'il était prêt. Il m'a pas dit non. Il m'a pas dit oui, non, je veux pas avoir d'enfant. Il avait envie de me garder. Et bien sûr que... Il était en couple, lui, ou était célibataire à l'époque? Alors justement, ça aussi, je me suis renseignée. Il a eu, le jour où on s'est rencontrés à l'élection de Miss France, le matin, il a eu son papier de divorce. Ça faisait 10 ans qu'il était en instance de divorce. Il n'a pas perdu de temps, Jean-Pierre. Écoute, il pensait pas se remarier. Le soir il pensait même. pas... non, mais c'est bien, attends. Tu vois... C'est-à-dire, la vie, c'est tout court. Tout est tracé. Et on était 2 âmes, c'était obligatoire qu'on se croise, vous rencontriez à ce moment-là. Mais bien sûr. Il n'y a pas de hasard. Attends. Et donc, non, il n'a pas perdu de temps. Il te dit, attends. C'est des blagues, quand je dis, il n'a pas perdu de temps et tout, c'est bienveillant. Mais non, mais bien sûr, mais moi non plus. Et il te dit, attends. Il est un peu étonné que tu lui dises ça, ou il sentait? Non, il a fait un sourire. Il a dit, elle n'a pas sa langue dans la poche. Et tout de suite aussi, j'avais parlé de mon cancer, pour qu'il sache ce que j'ai vécu aussi, et que j'avais pas de tabou avec ça, et que c'était important maintenant pour moi, les causes aussi, que je défendais, et pourquoi et puis il fallait qu'il sache mon état de santé, par où j'étais passée. Et voilà. Et ce qui est dingue quand même, donc on s'est rencontrés le 8 décembre. Ensuite, on s'est fiancés le 22 février. Mais what? C'est vrai? Ouais. Et après, j'étais enceinte au mois de mars. Oh!
Ah ouais, boum, 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 boum. Ouais. Et En 3 mois, quoi. Ah mais dingue. Putain, bravo. Et le petit truc qui était sympa et rigolo, c'est qu'au mois de mars, donc on était partis à Saint-Jean-de-Luz. Et avec Jean-Pierre, bon, on fait crac-crac, quoi. Et je lui dis, chérie, je sais que je suis enceinte. Et là, il éclate de rire. Il fait, comment tu peux me dire que tu es enceinte? Je dis, parce que je le sens. Je sais que je suis enceinte, là. Il me fait, mais Sur cette fois-là, t'as su? Ouais. C'est vrai? Ouais. Putain, la vache, t'es... Ah ouais. Tu vois les trucs, là? Tu vois J'ai senti, en moi, j'ai senti. À peine, j'ai senti. Tu vois, c'est comme ça que je vais pas faire les... Il y a déjà beaucoup de détails, là. Hein. Non, mais attends, c'était pour te dire ce Non, que mais je comprends. ressentais, que Jean-Pierre, J'adore. chaque fois, il me dit, mais c'est un truc de dingue, ça, quand elle m'en parle et tout, je repense quand j'ai éclaté de rire et tout, et je dis, bah, tu verras, on aura rendez-vous chez mon gynécologue, et il te dira, c'est de telle à telle date, tu vois. C'est là. Et c'était là. Mais t'es médium J'étais ou quoi? enceinte de Comment ma ça se fille. fait? Non, c'est un truc que j'ai ressenti. Non, mais tu ressens beaucoup de trucs. Bah oui. Non, c'est vachement... Attends, c'est fou. Comment t'apprends que t'es enceinte, d'ailleurs, après, tu fais le test comme tout le monde? Oui, bien sûr, quand même aussi. C'est ça. Mais En plus, j'étais sûre. Oui, tu lui as dit, bah voilà, je t'avais dit. Oui, mais C'est ça. évidemment. Parce que donc j'ai fait le test et après on a eu au rendez-vous chez le gynécologue parce que je le sentais et ben voilà, tout de suite j'ai mis dans une petite boîte avec un chausson rose et un chausson bleu. Tu avais déjà un pressentiment sur une fille ou un garçon? Une fille. Tu le savais? Oui, j'étais persuadée que c'était une fille. Ça pouvait pas être autrement. Putain, il a dû être impressionné, Jean-Pierre, qu'à chaque fois que tu annonces un truc, Ouais. tu te trompes pas. C'est Ouais, fou. ouais. Et il me dit mais c'est dingue, t'as toujours raison. Et 1 an après, t'as Tom, Oui. ton fils que j'embrasse fort, que j'ai rencontré aussi à les traites, qui a fait les traites avec toi Ouais. sur M6. C'est là qu'on s'est rencontrés. Lui, il arrive 1 an plus tard, c'est ça? 11 mois et demi après. 11 mois et demi. Et pendant une semaine, ils ont le même âge, Tom et Lou. Ah ouais, t'as enchaîné, Ouais. vous Ah avez bah, j'ai enchaîné pas- retour de couche, quoi, les deux. Et voilà, boum. C'est bien, après, Bah, c'est un peu écoute, plus sport mec. pendant 2 ans, mais au moins, t'es tranquille. Oui, mais voilà, c'est génial. En plus, va- fille-garçon, choix du roi. En 2005, après, tu fais La Ferme Célébrité. Mhm. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une télé-réalité, mais avec des personnalités sur TF1, c'est ça? Oui. Il y a eu 2 saisons de cette émission, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que tu es dans la deuxième, toi, non? Oui, Ou non, il y 3 avait saisons? 3 saisons. Oui, tu étais dans la deuxième. Dans la et c'était- deuxième. En fait, c'est dans une sorte de ferme, enfin une fausse ferme, etc., où les célébrités vivent au milieu des animaux, etc. Hein. Jean-Pierre, il est OK que tu participes à ça? Ça le dérange que tu fasses des émissions de télé ou... Non. Vous avez des discussions avant? Ah non, pas du tout. Moi, il sait que, en plus, pour la ferme célébrité, c'était pour parler des associations et pour gagner de l'argent pour les associations. Donc moi, ce qui me tenait à cœur, c'était mon association Titoine, qui était pour le cancer. Donc il aurait pu me dire ce qu'il voulait, Jean-Pierre. Il sait très bien, même s'il m'avait dit non, j'aurais dit oui. Et voilà. Il n'avait pas le choix. Il avait, comme C'est moi... l'autorité, comme vous l'avez compris. Non, mais lui aussi, je veux dire, on n'a pas le droit de se dire tu Oui, veux de pas que tu s'interdire. fasses ça. Et c'est ça qui tient dans le couple aussi. Au Exactement. contraire, il faut tout de suite dire bon, bah écoute, si tu as envie vraiment de le faire, fais-le. Si ça te fait plaisir et je comprends pourquoi tu as envie de le faire et tu as des bonnes raisons de le faire. Donc, C'était comme participer à un Fort Boyard pour une assos, quoi. C'était bah oui, juste, c'est ce que t'allais j'ai chercher fait de 4 l'argent. fois. J'ai fait 4 fois Fort Boyard. Oui, c'est ça. Et Geneviève de Fontenay en pense quoi par rapport à ton image de Miss France? Au démarrage, ça se ça. passait très très bien avec Madame de Fontenay. Juste, ça a clashé en 2005. Non, mais à la ferme, justement, ça lui a posé ça que je veux dire, ça lui a posé problème, l'image? Non, c'est après ce qui lui a posé problème, c'est que moi, on m'a mis avec du cruet, donc j'ai fait 36 couvertures, plus que la mort Ah, du ils ont pape. dit que tu étais en couple avec lui, bah en oui. cachette, etc. Voilà. Donc, Et donc, en pourquoi gros, il y a je une accusation de tromperie dans les médias. où oui, ils- bah, ça faisait rêver, hein, le roi du JT Cocu et Nathalie, tu vois, ça faisait rêver. Et donc là, Geneviève, elle n'est pas contente? Bah, elle n'est pas contente, elle est pas contente parce que quand je suis sortie de la ferme célébrité, parce que j'étais jusqu'en finale, j'étais placardée partout. Du cruet, enfin, cocu, enfin, j'en pouvais plus. Alors que c'était faux. Mais bien sûr que c'était faux. Et Ouais, Jean-Pierre pour savait, expliquer, parce que... Oui, bien sûr que c'était faux. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu vois. Oui, mais bien sûr que c'était faux. Et j'ai fait 36 couvertures, plus que la mort d'un pape. Donc, moi, j'ai dit à Jean-Pierre, de toute façon, ça a duré plus de 3 mois, et j'ai dit, dès que c'est terminé, je mets tout en procès. Je prends tout, France Dimanche, ici Paris, enfin, toute cette merde. Je la prends, je suis désolée, mais pour moi, voilà, c'est comme ça. Je la prends et je porte plainte, quoi. Et j'avais plein de preuves. Parce que Jean-Pierre, il savait aussi. Par exemple, il faisait une photo. Jean-Pierre était sur la plage, comme ça, en queue leu, parce qu'on voulait rentrer dans notre propriété. Donc, il y avait Jean-Pierre qui était là, les 2 enfants qui étaient là, et moi, juste derrière.
Et il prenait juste la photo de Jean-Pierre et les 2 enfants. Moi, pourtant, j'étais derrière, mais il me mettait pas sur la photo. Et ils écrivaient en gros titre, mais où est-elle donc? Mais non. Mais oui, que des trucs comme ça. Oh là là, c'est sale. Donc, tu vois, Putain, c'était le Twitter de l'époque, quoi. Non, mais voilà, c'était horrible. Déformé, Et il y a un moment, parce que Jean-Pierre n'avait pas le droit de parler. On voulait pas qu'il parle, on voulait pas qu'il rentre dans cette histoire et tout. Et il y a un moment, j'ai claqué la porte et j'ai dit, écoute, moi, Jean-Pierre, j'ai dit, toi, c'est sympa, tu passes pour le roi de cocu, mais moi, pour la reine des salopes. Donc, tu sais très bien qu'il ne s'est rien passé, tu as bien vu les preuves, tout ça, et que je porte plainte, enfin, avec les avocats, ça va bien se poursuivre et on aura encore toutes nos preuves. Donc, j'ai dit, maintenant, tu vas parler. J'ai dit, il va falloir que tu parles, parce qu'il va falloir que tu m'épaules, parce que là, j'en peux plus d'avoir tout ça, j'ose même plus sortir, parce que ça existe en Belgique, en Suisse, c'était l'horreur. Et il me dit, t'as raison. Et donc, on a affronté ça ensemble, et j'ai fait, donc, ça a duré plus d'1 an, les procès. J'ai gagné tous mes procès haut la main, et j'ai eu près de 300 000 euros d'avocats, de frais, et j'ai gagné plus de 500 000, 550 000 euros à peu près de remboursement et de tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné plus de la moitié pour l'association. D'accord. Je me suis remboursée les frais. Voilà, et j'ai donné à l'association de Titoine. Donc en fin de compte, un mal pour un bien, parce que on a investi pour avancer dans la recherche de la leucémie pour les enfants. Bravo. Ça a servi à ça. Voilà, exactement. C'était un moment désagréable et ça a servi à ça. Oui. Je vais te poser les questions, c'est que des trucs drôles, hein, les rumeurs sur Jean-Pierre Pernaut qui a eu, là on parle des rumeurs sur toi, on parle des rumeurs sur Jean-Pierre qui a eu, tu vas nous dire si c'était vrai ou si c'est faux. Sur Internet, parfois tu as les fans, ils mettent des trucs en commentaire, etc. Machin, et parfois c'est un peu n'importe quoi. Et parfois c'est vrai. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que c'est vrai qu'il possédait une collection de voitures de luxe? Pas du tout. T'as vu ça ou pas, non? Oui, j'ai vu, mais j'aimerais bien en avoir. Non, parce que moi j'adore la course automobile, j'adore les Porsche. Mon rêve, c'est d'avoir une R8. Eh ben, on ne s'est pas acheté une R8, quoi. Non. Ah oui, d'accord. Ouais, non. Il aurait pu se faire plaisir, ça aurait pas été oui, bien grave, sûr. hein. Et mon fils, il fait, mais comment ils peuvent écrire ça? Parce que mon fils aussi, il est dingue de bagnole, il fait de la F4, il fait beaucoup de courses automobiles avec son demi-frère, avec Olivier Pernaut. Olivier Pernaut, le grand-fils de Jean-Pierre, et un pilote automobile, il est très fort et tout ça. D'ailleurs, il fait le trophée Andros. Ouais, comme Tom a fait le trophée Andros aussi. Il a fait de la Fun Cup aussi, et il a fait de la F4 aussi. Donc F4, c'est plus sérieux. Oui, exactement. Il avait 2 fils fans de voitures. Voilà. Donc il n'avait pas de collection de voitures de luxe. Non. J'aurais bien aimé, moi. Il paraît que, alors c'est assez marrant, comme quoi il promotionnait beaucoup le pot-au-feu, les bons plats, les haricots de Paimpol, etc., les cocos de Paimpol, mais qu'en fait il adorait manger des fast-food. Il promotionnait pas assez. C'est vrai ça ou c'est des conneries? Il aimait de temps en temps un McDo, mais c'était pas. Oui, pas plus que. Pas du tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a vu une fois dans un McDo, il a dit ça, en fait il aime pas les bons plats. Par rapport aux enfants surtout, parce que les enfants, ou en sortant du sport, Tom aimait bien manger son McDo. Mais sinon, non. Lui, c'était le pot-au-feu, c'était la bonne bouffe quand même. Est-ce que c'était un vrai gros fan caché de Johnny Hallyday? Mais il s'est jamais caché qu'il était fan. Mais il était, oui, très fan de Johnny Hallyday. Parce qu'on a retrouvé cette photo. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette photo là? Incroyable. Ah oui, c'était une soirée, mais je le connaissais pas encore à cette époque-là. Et c'était une soirée, et voilà, il avait envie de ressembler à Johnny, quoi. J'ai vu aussi, j'ai vu un truc qui m'a fait marrer. C'est il s'est mis à fumer, je crois, dans le JT, non? Il revient, il y a un reportage sur la cigarette, il revient, il crache du. Ça oui, ouais. J'ai vu un truc comme ça aussi, où d'ailleurs il toussait. Jean-Pierre Pernaut obligeait ses petits enfants à regarder tous les samedis son émission sur LCI. N'importe quoi. Par contre, il voulait que je le regarde. Il me fait, tu m'as vu sur LCI? Je suis, mais Jean-Pierre, j'étais pas le temps, j'étais pas là. Il voulait que je la regarde, mais il forçait pas. Parce qu'il est en mode blague, hein. Il a dit en mode blague, il a dit dans une interview, il a dit comme il m'appelle Papy Télé, je les oblige à regarder LCI le samedi. Ah, c'est mignon. Non, parce que oui, mais depuis petit, quand il était au Trésor, on l'appelait Papy. Il regarde évidemment. Toujours. Et les petits, ils continuent toujours à l'appeler comme ça d'ailleurs. C'est mignon. Il a fait la grève du sexe pendant 1 semaine à cause de toi. C'est quoi ça? Non, c'est rien, je te dis tout ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est quoi ce délire? Un jour, alors attends, je te cite ce qu'il y a en détail, là, tu me diras si c'est faux. C'est quoi? Un jour, elle a fait une allergie à cause d'un gel douche de contrefaçon. En fait, en gros, il n'a pas voulu te toucher pendant 1 semaine. Ouais. Voilà. Ben non. Ok. Je me trompe peut-être de fiche. Je crois que c'est... Mais d'où ça sort, ça? Qui t'a trouvé ce truc-là? J'en sais rien, c'est sur C8. Mais j'en ai jamais entendu parler en plus. Ah bon? Bah non. C'est délirant, ça. Jean-Pierre Pernaut viendrait d'une famille de forains.
Non. Non. Non, c'est faux. Tu sais, il est très apprécié. Très attaché. Par la Très communauté, attaché. Il les a toujours aidés. Ah oui. Et les forains l'ont toujours rendu aussi. Il y a même une allée à son nom à la foire de Paris et tout, donc ça m'étonnait pas. Tu vois, si tu me disais, tiens, il avait un grand-père forain, donc il n'y a pas d'origine foraine. Non, du tout. Mais il a toujours été présent. Par contre, c'est son frère qui était tout le temps le médecin des forains aussi à Lille. Donc c'est plutôt ça. En tout cas, il y avait plein de rumeurs un peu drôles. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui va venir sur le plateau, te faire une petite surprise, etc. Que tu ne connais pas, hein, c'est juste une petite performance, tu verras, il est très fort et tout. On est très content qu'il soit avec nous, il sera là tout à l'heure. En 2017, après toutes ces histoires, etc., quand ça se stabilise, la fausse histoire de tromperie, etc., machin, vous décidez en 2017. En 2007 j'ai compris en 2017, j'allais dire c'était loin. Non, heureusement que c'était fait avant, oui. Là, vous décidez de vous marier, tu avais envie de te marier, d'être... Lui, c'est lui. Lui avait envie. Parce que moi, au démarrage, j'avais pas envie parce que il était divorcé. Et moi, il était hors de question que je me marie juste à la mairie pour un bout de papier, pour la sécurité pour les enfants. Donc j'ai dit, écoute-moi, chérie, si tu veux vraiment te marier avec moi, il va falloir que tu me trouves un prêtre et que tu me trouves une église pour avoir la bénédiction de nos alliances. Sinon, je me marie pas. Et donc, il a téléphoné, il a envoyé des lettres au pape, donc ça a été refusé. Pourquoi? Pour se marier une deuxième fois? Oui, pour pouvoir se marier une deuxième fois. À l'église? Parce que c'est qu'une fois à l'église, normalement. Ouais, donc ça n'a pas fonctionné et tout. Et après, il a trouvé notre prêtre, la Morandé, qui a voulu bien nous... Qui est d'accord? Ouais. Qui était d'accord, et vous avez pu vous marier, etc. Ouais. Petit comité, grand comité? Grand comité. C'est vrai? Ah oui, on était plus de 300. Ah, waouh! Ah ben après, moi, je voulais soit un vrai mariage ou rien du tout. Donc Jean-Pierre m'a fait une magnifique surprise parce que j'adore toujours, mais je faisais beaucoup de cheval à l'époque. Et donc il y avait, c'était au château de Chantilly, et donc avec les chevaux, il y avait un gros spectacle avec les chevaux pour tout le monde. Ouais, pour les convives. Et ensuite, donc la salle était fantastique, il y a un feu d'artifice magnifique. D'ailleurs, David Douillet, il était là, il me dit en général, ça me fait chier d'aller au mariage. Mais là, c'est la première fois que j'adore un mariage. Il m'a dit, il est magnifique ton mariage. Ah bah ouais. Vous avez les châteaux de Chantilly? Ouais. Ah bah ouais, donc ça commence à être du beau mariage là. Hein. Ouais, là c'est bien. Attends. C'est magnifique. Il a fait ça en grand. Quitte à le rêver, autant le faire quand tu peux le faire. C'est génial de t'avoir offert ça et de vous être offert ça, c'est important. Après, tu joues dans plusieurs séries. Dans Sous le soleil, 2016-2014, tu joues quand même quelques années. Tu fais du théâtre aussi en 2010. Et alors, apparemment, un jour au théâtre, Jean-Pierre se vexe après avoir croisé un spectateur. Oui. Pourquoi? Parce que donc je suis sur scène et tout ça, et donc le théâtre se finit, enfin voilà. Et il y a un homme qui a été vers Jean-Pierre et il lui dit comme ça, qu'est-ce qu'elle est jolie, votre fille. En parlant de toi? Oui. Il fait, mais c'est pas ma fille, c'est ma femme. Donc il est venu. C'est hyper vexant. Il est venu en coulisses pour me dire ça. Je suis, mais chérie, t'inquiète pas, c'est parce que c'est les lumières. J'ai dit sur la scène, avec les lumières, on rajeunit, mais s'il m'aurait vu de près, il aurait bien vu que je ne suis pas ta fille. Il fait, oui, mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. C'est vrai? Ah, ça l'a vexé. Et pour les prémonitions, tu dis dans le livre que tu as une prémonition quand Jean-Pierre avait 60 ans et qu'il mourrait avant ses 72 ans. Comment ça se matérialise? Comment tu le sens? J'ai eu un grand coup comme dans le ventre, et du noir au-dessus de lui, et avec une bougie, et je sais pas, ça m'a traversée en me disant 72, il n'aura pas 72. C'était violent. Et donc je me suis dit non, je suis en train de fabuler, c'est pas possible. Mais ça me revenait souvent. Et donc j'étais persuadée, et je savais, après au fond de moi, parce que c'est une information qu'on m'a donnée, qu'il ne verrait pas ses 72 ans et qu'il ne mourra pas d'un cancer. Parce que moi, je le voyais partir, je ne comprenais pas la tête et le cœur. Pour moi, je voyais la tête et le cœur, il y avait un problème avec la tête et le cœur, et avant ses 72 ans. Et c'est dur de vivre avec ça. Et, tu l'as dit? À lui, non. T'aurais pu lui dire, attends, j'ai vécu un truc, j'ai pensé à un truc bizarre, j'en sais rien. Non, jamais, j'aurais pu, jamais. Par contre, j'en ai parlé autour de moi, à Karine Le Marchand, par exemple, qui est une très bonne amie. Pendant les vacances, chaque fois, je me confiais à elle, je lui parlais et tout. Elle dit, il faut essayer de ne pas penser à ça, je sais que c'est difficile, et peut-être que ça ne se passera pas. Je dis, plus les années passent, plus je me sens pas bien. Donc, j'avais besoin d'en parler à mes proches, pas mes enfants non plus, bien évidemment. Et c'est pour ça que quand il a eu ses cancers, le cancer, donc son premier cancer en 2018, le cancer de la prostate, quand on lui a annoncé ça, je lui ai pris directement ses mains, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute chérie, je te promets vraiment que tu ne mourras pas de cancer de la prostate.
Donc, tu vas te battre et tu vas être un emblème pour les autres qui se battent pour un cancer de la prostate. Et je l'ai boosté et il s'en est bien sorti. Tu vois ? Waouh. Tu as souvent ce genre de vision comme ça ou de prémonition? Assez souvent, oui. Ouais. Et pourtant, je ne suis pas voyante. Hein. Attends, mais tu le dis parfois, genre, tu regardes, genre, c'est un Benjos qui filme, etc. Alors, attention de ne pas te tordre la cheville. Si tu te tords la cheville dans les 2 jours. Ouais, ça va pas être bon. Non, mais parfois, tu vois des choses sur des gens que tu connais pas trop, ou tu Non, croises. c'est la famille proche. Ou alors, c'est... Par exemple, à ma meilleure amie, ça peut être quelqu'un de très proche de ma meilleure amie, même si je la connais pas. D'ailleurs, il s'est déjà passé des histoires où je lui ai raconté et elle m'a dit c'est dingue ce qui est arrivé. C'est vrai? Une amie d'une très bonne copine à elle, elle a perdu son père alors que j'avais rêvé. Et tu as déjà fait des prémonitions précises sur des dates? Oui, sur la mort du frère de Jean-Pierre, sur la mort de Mais mon non. jardinier. Ouais. Attends, c'est-à-dire? Ben, c'est donc le frère de Jean-Pierre avait le cancer du foie. Et à un moment, un matin, je me réveille, je fais un cauchemar, je dis écoute Jean-Pierre, il va falloir que tu profites de ton frère un maximum parce que je vois au-dessus de lui le chiffre 3 et je le vois habillé en costume avec les mains comme ça, il ne sera plus là le 3, il va mourir ton frère le 3 novembre. Et là sur le coup, Jean-Pierre il s'est énervé, il m'a dit mais tu racontes n'importe quoi, pourquoi tu me dis ça et tout. Je dis bah, excuse-moi, je suis obligée de te le dire ça, je suis obligée parce que j'ai eu cette information, c'est un rêve prémonitoire que j'ai fait, donc j'ai très peur, donc je veux pas que tu regrettes de ne pas avoir vu ton frère avant qu'il parte. Et donc son frère était à l'hôpital à ce moment-là, mais ça allait à peu près non, parce qu'un cancer du foie, de toute façon, c'est compliqué. Et donc on est le 2 novembre, et Jean-Pierre il me fait bon, ben, j'y vais après le 13h, je vais à Amiens, parce qu'il était à Amiens. Il prend la voiture, il part à Amiens, à l'hôpital, et il reste avec son frère jusqu'à 22h30, un truc comme ça. Et il remonte dans sa voiture pour rentrer sur Paris, et en chemin, il m'appelle et il me dit bah, tu vois, chérie, tu t'es trompée, là je viens de le quitter. On est bientôt le 3 novembre à minuit, mais je veux dire, il m'a dit, tu vois, ça va, il va pas mourir. Je dis, bah, tant mieux. Et donc, il est à la maison, et le téléphone sonne à minuit 03, le 3 novembre, votre frère est décédé. Oh. Et là, il... Ben là, il a eu un choc et il m'a dit merci. Merci, parce qu'il D'être allé le voir, etc. Ouais. Ah oui, donc ça peut être même précis à la date. Ah oui. Impressionnant. Et la mort de mon jardinier aussi, pareil. Par contre, là, d'habitude, moi, c'est dans la semaine que ça se passe. Et là, pour mon jardinier, je savais que ça se passerait dans un mois précis. Donc, j'avais rêvé le 12 janvier, c'est passé le 12 février. Et j'ai expliqué comment ça allait se passer pour mon jardinier. Et pourtant, il avait 40 ans, buvait pas, fumait pas, pleine de vie, faisait les jardins, il avait des petits-enfants bazar, enfin, adorables. Travailleur adorable, et il s'est fait un AVC. Mais non. Oui. Et c'est Jean-Pierre qui me l'a annoncé. Parce que quand je l'avais dit à Jean-Pierre, et Jean-Pierre, c'est juste avant le 13h, il l'a appris. Et il me téléphone vite, il me dit t'es assis? Je fais bah oui, je suis dans ma voiture. Il me fait mais gare-toi. Je fais bah non. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais vas-y, dis-moi. Il fait bah t'avais raison. Il me fait quelle date on est? Et là je fais le 12 février. Il me fait oui, notre jardinier est parti. Putain. Il te prend au sérieux à partir de tout ça? Oui, et puis après, quand il y a dans un mois, oui, mais dans un mois, quand il se passe rien, après, il rigole parce qu'il dit oui, c'est n'importe quoi. Je fais, ah oui, puis ça et ça. Ah oui, non, c'est quand même étrange. Ouais, il commence à se dire tiens, il y a quand même 2-3 trucs. Ah oui, bien sûr. Il guérit du cancer de la prostate assez rapidement. Oui. Comme tu lui as dit. Oui. Encore une fois. Non, mais c'est assez intéressant quand même. Et puis c'est grâce à moi. Déjà, Jean-Pierre aurait dû mourir déjà plusieurs fois. Moi, j'avais un pressentiment qu'il y avait un problème sur son cœur aussi pour ses 60 ans. Et je lui dis, écoute Jean-Pierre, t'as 60 ans, tu bosses, ça crie pas mal aussi des fois, c'est fatigant, ça serait bien que tu fasses un examen pour le cœur. Oh non, j'ai pas le temps. Donc 6 mois, j'étais derrière lui, 6 mois. Et à un moment, j'ai dit, écoute-moi bien, si tu vas pas faire tes examens, je me casse de la maison. Parce que j'étais énervée, parce que j'avais besoin qu'il aille faire ses examens. Il fait bon, d'accord, je vais prendre rendez-vous. Ok, t'es contente, voilà, j'ai pris rendez-vous mercredi avec mon cardiologue, voilà. Je dis, bah, c'est gentil, merci. Et puis mercredi, il a rendez-vous avec son cardiologue, et puis il fait son électrocardiogramme, il fait, oh, bah, tout va bien, votre cœur, monsieur Pernaut, il n'y a pas de problème et tout. Et il fait, bon, on va faire plaisir à Nathalie, on va faire un examen plus approfondi, un scanner. Et là, il dit, bah, votre femme, waouh, elle a bien vu, parce que, vous voyez, le cœur, il est magnifique, et il y a cette artère-là. Et l'artère principale, elle est bouchée à 98%. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de crier, plus le droit de soulever un pack d'eau. Une semaine auparavant, on avait joué au tennis ensemble.
Il avait joué avec son fils au foot. Et il m'a dit, donc on est mercredi, vendredi après-midi, je vous mets les stents au cœur. Ah là là. Et votre femme, les stents, c'est une sorte de petit ressort pour aider. Et elle a dit, votre femme vous a sauvé la vie. Ouais. Wow. Donc je lui ai sauvé souvent la vie. Ça te fait, et tant mieux. Et voilà, donc il avait tendance à me faire confiance, bien évidemment. Et c'est en 2020, 18 décembre, après 32 ans de présentation du JT, qu'il arrête et qui présente son dernier JT. Tu as appelé ce chapitre dans le livre une parenthèse enchantée. Pourquoi ? Parce que je le voyais le matin, avant de partir, il se levait tous les matins à 6h du matin quand même. Hein. Et, il se levait tous les jours à 6h ? Ouais, tous les jours à 6h. Il avait quel âge à son dernier JT ? 70. Ouais, 70. Il allait avoir ses 71, 3 mois après, 4 mois après. Et toi, t'étais là quand il a fait ses adieux Moi, j'ai regardé le JT. Mais oui. J'ai allumé, tout le monde a allumé la télé pour voir. L'audience, mais ah ouais. On n'a jamais vu, quoi. Plus de 8 millions. Ah wow. Donc c'est énorme, énorme. Et oui, bien sûr, je lui ai fait la surprise parce que j'ai jamais mis les pieds au Trésor, moi. C'est vrai ? Ah oui, jamais. C'est pas à moi d'aller là-bas. Ah, mais t'aurais pu l'accompagner une fois, chercher ton fils, j'en sais, le déposer pour un stage de 3e, tu sais, il peut y avoir ça. Des fois, oui, enfin, j'ai juste dans le bureau, vite le chercher une fois, peut-être pour un stage justement de mon fils. Mais j'ai jamais mis les pieds sur son plateau, jamais. Ah oui. T'as jamais assisté en cachette. Non. Et pourtant, il y a plein de gens qui demandaient pour assister à son Trésor. Beaucoup de gens. Et moi, non, c'est son lieu de travail, j'ai pas à mettre les pieds. Et donc là, j'ai voulu lui faire une surprise. Et en plus, je lui avais fait croire que je dis, Jean-Pierre, je suis désolée pour ta dernière, je peux pas être là parce que je suis présidente. Je suis pas présidente, je fais partie du jury pour les 100 ans de Miss France. Donc je suis obligée de partir avant et je ne pourrais pas être là pour ton journal. Enfin, mais c'est pas grave, t'inquiète pas et tout. Sauf que je m'étais arrangée pour être là et partir après pour. Et là, le choc qu'il a eu, quoi, c'était trop mignon. Il a halluciné. C'est un magnifique. C'était magnifique, c'était beau à voir. Il était ému. Beau. Il a tenu le choc, hein, il a réussi à parler. C'est dur pour lui. Quand la caméra s'est arrêtée, ça a dû être... Et puis, pendant au moins, je ne mens pas, au moins 20 minutes, des applaudissements, sans s'arrêter. Et là, c'est mon fils qui a été en pleurs. Il a halluciné, il arrivait... Parce que c'est son papa, mais il ne le voyait pas en star. Et il se dit, mais waouh, nombre de gens comme applaudir, applaudir 20 minutes sans t'arrêter. C'est du jamais vu. Ouais, bien sûr. T'applaudis maximum 3 minutes. Il y a tout TF1 qui a monté, c'est ça, en gros ? Ouais, tout le monde. T'avais des gens aussi qui attendaient dehors. Il y avait plein de monde, quoi. C'était beau. Comment vous apprenez qu'il a un cancer des poumons ? Il avait eu un cancer de la prostate, c'est allé mieux. Comment vous l'apprenez ? À quel moment ? On l'apprend au mois de mars-avril. Oui, on l'apprend en mars-avril. Et moi, ce qui était inquiétant pour moi, c'est que j'avais fait aussi encore un rêve prémonitoire. Parce que il faisait une course de voiture avec Olivier et Tom, et ils étaient partis pour le week-end. Et dans la nuit du samedi à dimanche, je rêve qu'il rentre justement de cette course, et en rentrant à la maison, il a un accident de voiture, un accident avec un camion qui lui rentre dedans, un gros camion. Et je vois sortir mon fils et Jean-Pierre indemne, sauf que Jean-Pierre était rempli de suie. Et le lendemain, il devait faire son examen pour savoir par rapport aux poumons. Et c'est là que le verdict tombe qu'il a le cancer des poumons. Ah, waouh. En mars 21 ? Oui. C'est ça ? Et il était très avancé ? Non, c'était petit. C'était pas gros. Je sais plus, c'était l'autre, le deuxième, qui était plus gros. Et par contre, là, il n'a pas osé dire le mot cancer. Il n'arrivait pas. Il dit j'ai une cochonnerie. Je dis, mais Jean-Pierre, une cochonnerie, non, tu vas me dire le mot. Il fait, non, j'ai une cochonnerie. J'ai dit, écoute, Jean-Pierre, on s'est toujours battus. Je me suis toujours battue pour pas que ça soit un mot tabou. Donc, j'ai dit, on va continuer. C'est un cancer que tu as, Jean-Pierre. Oui, mais bon, je fais, pareil. Je l'ai repris. J'ai dit, regarde-moi bien dans les yeux. Je te promets, je te jure, je promets sur ce que j'ai le plus cher au monde, que tu vas t'en sortir du cancer du poumon. Oui, mais là, c'est pas une mince affaire. Oui, c'est pas comme la prostate, c'est un cancer qui est assez lourd, mais tu t'en sortiras et tu verras, tu diras que j'ai raison. Et on va se battre ensemble. Et de là, ça, waouh, il a eu confiance. Et tant mieux, parce que ça l'a aidé à se battre, et ça a aidé à donner une magnifique image pour tous les gens qui se battent aussi contre le cancer des poumons. Et il en a guéri. Comment vous apprenez
là, il a fait des tests, mais il toussait particulièrement, Ouais. c'est ça? C'est une toux qui n'est pas comme d'habitude? Non, je dirais même pas ça, mais moi, c'est parce que c'était un gros fumeur. Donc, moi, avec moi, il était obligé tous les ans à passer une radio. Hein. Ah non, moi, ça allait, hop, ça fait 1 an, chérie, tu y passes. Hein, et puis, il toussait beaucoup. Là, bon, il y a eu la toux du fumeur. Et peut-être plus accentué, mais des fois, il toussait tellement que... Mais moi, je préférais qu'il aille faire des examens. Et je dis, fais un examen beaucoup plus approfondi. C'est ce qu'il a fait. Et là, ils ont vu cette petite tache. Là, qu'est-ce qui commence? Vous commencez des traitements tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il va dans un certain hôpital où il dit il n'est pas opérable. Et donc Jean-Pierre, il était prêt à aller dans cet hôpital où c'était pas opérable. Je dis mais on va pas s'arrêter là. Hein. Je dis, moi je veux plusieurs avis. Puis dans cet hôpital-là, ça fait pas longtemps qu'ils sont sur le cancer des poumons, donc ils n'ont pas assez de recul pour moi. C'est pas les meilleurs. Donc j'ai dit moi je vais prendre. Il me dit oui mais moi je suis fatiguée. Et c'est vrai quand on est malade, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller revoir un médecin, de tout recommencer. Et j'ai dit ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi et je vais aller à Pompidou, l'hôpital Pompidou, et je vais voir un médecin pour toi. Je vais ramener les papiers et je suis sûre que tu es opérable. Et donc on a rencontré son médecin et il me dit c'est pas une mince affaire mais il est opérable. Et là j'ai dit alléluia parce que quand il est opérable, on peut savoir après quel traitement on peut faire, parce que les cancers des poumons, il y en a 36 000. Chaque cancer des poumons est différent pour chaque personne. Donc au moins, on peut cibler, savoir quel traitement qu'il faut faire. Et donc, il a fait de la radiothérapie. Il a fait de la radiothérapie qui est assez violente, qui est dure. Et avant, il a fait l'opération. Et donc, il lui a enlevé la moitié du poumon, et en plus tous les ganglions, ce qui est très bien. Comme ça empêche qu'il se propage aussi, c'est super important. Et au moins, on savait quel cancer il avait. Des poumons, bien sûr. Et après, automatiquement, on avait déjà vu qu'il y avait une petite cochonnerie, comme il disait, de l'autre côté, mais on attendait de voir. Et comme on a touché un poumon, c'est normal que de l'autre côté, ça se réveille plus, donc il était déjà un peu plus gros. Et pareil, je lui ai dit, chérie, on va faire comme pour le premier. Là, on peut pas opérer, mais on va pouvoir faire autre chose. Et là, on nous a proposé la radiothérapie. Et là, il m'a fait confiance aussi. Et c'est vrai que tu pouvais le voir quand il parlait de lui, quand il faisait... Parce que beaucoup de paparazzi qui disaient que Jean-Pierre était à l'article de la mort, qu'on avait médicalisé la maison, qu'il y avait une infirmière 24 heures sur 24. Et donc Jean-Pierre, il a pris son petit téléphone, là, dans le jardin, tout cool. Eh ben non, je vais très bien. Il y a personne. Mon infirmière, c'est ma petite femme, mais je vais bien. Je vais bientôt reprendre le journal, pas le journal, mais mes activités. Ne vous inquiétez pas pour moi, ne croyez pas tous ces journaux qui racontent n'importe quoi. Et donc, il a fait de la radiothérapie, il a fait sa 3e dose de vaccin que je lui avais interdit de faire. Ça va pas se mentir, hein, j'ai déjà dit je suis pas contre le vaccin. Moi, j'ai fait mes 3 vaccins, mes enfants ont fait leurs vaccins aussi, mes 2 ont fait les 3 vaccins, Tom et Lou. Jean-Pierre avait fait les 2 vaccins, tout s'était très très bien passé. Et il a été le faire sans me le dire avec mon père. C'est vrai? Parce que je voulais pas. Pourquoi je voulais pas? Peut-être que j'avais un pressentiment, je voulais pas. Et je lui ai dit, écoute... Et puis il rentre tout fier. Voilà, je fais ma 3e dose. Ah, j'étais très en colère. Je dis, mais écoute chérie, il me fait, mais ça va, j'ai fait mes 2 premiers vaccins, j'ai rien. Et je dis, oui, mais la différence, c'est que tu fais de la radiothérapie. Ah, il faut pas, ça va pas avec? On n'a pas de recul. Enfin, je suis pas médecin non plus, je ne suis pas médecin. Mais en plus, il avait des médicaments de coagulation. Donc je sais que ça fait pas très très bon ménage. Je me renseigne et tout, je vois que ça fait pas très bon ménage, le vaccin, la radiothérapie et tout ça. Donc 8 jours après son vaccin, il m'a fait son premier AVC. Comment tu le découvres qu'il a fait un AVC? Alors on était en vacances au Club Med avec les enfants et tous mes amis, et le jour du Nouvel An, le 31 au soir. Il nous rejoint à table, je dis tiens il met du temps et tout, puis il nous rejoint à table, il fait, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je vois trouble, je suis pas bien, donc il s'installe pour commencer, les autres prenaient l'apéro, et là il a pris un verre d'eau, je dis tiens c'est quand même bizarre et tout, au jour du Nouvel An. Et t'es loin? Hein? Vous êtes loin? Oui, on est à l'île Maurice. D'accord, ah oui, donc pas à côté, non, pas à pour côté. les hôpitaux et tout. Ouais. Et puis vers 22h, il fait écoute, je dois aller me coucher parce que je me sens pas bien. Je vais t'accompagner. Donc les enfants, même les enfants ont beaucoup pleuré. Ah oui? Ouais, ils ont beaucoup pleuré parce qu'ils ont dû sentir quelque chose. Tom était en larmes et je dis je suis désolée,
ton père a besoin de se reposer, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une fatigue, il fait de la radiothérapie, je voulais rassurer les enfants. Avec la radiothérapie, la chaleur, il doit avoir mal à la tête, voilà. Et là, par contre, moi, j'ai commencé à flipper quand il me parlait mal à la tête, les visions troubles et tout ça. Je repensais cœur, tête. Bon, j'espérais, tu vois, voilà. Et le lendemain, on devait prendre l'avion. Donc, le lendemain matin, il se réveille. Ça allait un peu mieux, mais c'était pas ça encore. Mais au moins, j'étais rassurée qu'on pouvait prendre l'avion, déjà. Et donc, on prend l'avion et on rentre à la maison. Et ça se passe. Il avait un peu mal à la tête, mais sans plus. Et ma fille, elle voulait prendre un appartement. Et donc, c'est lui qui remplit les papiers pour prendre l'appartement pour ma fille à Paris. Et puis, je vais derrière lui et je vois faire plein de fautes d'orthographe. Je fais, Jean-Pierre Pernaut, faire des fautes d'orthographe, ça n'existe pas. Moi, oui, Nathalie Marquet, elle peut en faire plein. Mais Jean-Pierre Pernaut, ça n'existe pas. Donc, je vois, je fais, mais Jean-Pierre, tu fais plein de fautes, là. Je fais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Là, il manque un S, il y a 2 P, machin, et tout. Et il me fait, ah oui, je sais pas, t'inquiète. Je fais, bah, corrige. Puis je vois que son doigt, il a du mal à, tu sais, chercher pour corriger, pour taper. Ouais. Et je dis, écoute, tu vas pas bien, là. Il me fait, si, ça va. Je fais, non, ça va pas bien. Je dis, on file à l'hôpital. On a été à l'hôpital, il a fait un IRM, et là, il avait déjà fait 2 mini-AVC. Ah là là. Déjà 2. T'étais derrière lui, hein, niveau santé. Toujours. Même la dernière fois, avant qu'il quitte la maison, on s'était embrouillé. Mais j'ai pris le dessus. Parce que il était pas bien. Et là, et que j'ai dit, écoute, je vois que tu vas vraiment pas bien. Parce qu'il croyait que c'était une gastro. Mais c'était autre qu'une gastro. Et je dis, écoute, non, il y a quelque chose de plus important qu'une gastro, la chérie. Je vais appeler le SAMU. Et là, il fait, mais non, ils ont autre chose à faire. Les pauvres, ils travaillent comme des fous. Il est trop mignon. J'ai dit, je te comprends, mais là, t'as quelque chose, tu sais, on déconne pas, t'as déjà fait des AVC. Mais non, mais t'inquiète pas, je ne veux pas. Je dis, tu veux ou tu veux pas. Et moi, j'appelle devant lui, j'ai dit, allô, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, parce que mon mari ne veut pas que je vous dérange, mais moi, je suis très inquiète, est-ce que vous pouvez venir? Oui, on arrive tout de suite, tu vois. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il a vomi dans l'après-midi, il a dormi, il n'était pas bien, il m'a fait 2 mini-AVC déjà d'avant et tout, donc j'ai très peur. Non, on arrive. Et quand ils ont fait des examens directement déjà à la maison, et là, ils ont dit, oui, il faut qu'on l'emmène d'urgence à l'hôpital. Donc, et là, ils l'ont emmené tout seul, parce que là, j'ai pas pu le suivre et tout. Il m'a dit, t'inquiète pas, des urgences, je t'appellerai et je rentre à la maison tout à l'heure. Et là, il m'appelle des urgences et il me dit, chérie, merci, tu m'as encore sauvé la vie et t'avais encore raison. Parce que on ne sait pas ce que j'ai, mais j'ai une fuite quelque part, une tuyauterie, il me dit, qui fuit quelque part, un problème de coagulation. Ah, et il me dit, donc ils vont m'hospitaliser. Et là, on a cherché. Les médecins ne trouvaient pas, on ne trouvait pas. Et donc moi, je leur disais, mais c'est pas le vaccin, parce que là, il fait des thromboses sur thromboses. Il m'a fait 12 mini-AVC, on était au 12e à ce moment-là. Je dis, à un moment, et puis il me dit, non, mais il y a un problème Ils ont trouvé d'un coup un problème de valve au cœur. Elle était complètement abîmée. Je dis, ouais, vous trouvez ça normal et tout? Ah oui, mais c'est ça qui doit donner des AVC. Quand la valve du cœur est abîmée, ça donne des AVC. Oui, sauf qu'il y a 1 mois, on avait regardé, il y a 2 mois, parce que je surveillais toujours son cœur, par rapport aussi à la radiothérapie, donc je faisais faire des examens. Vous pouvez voir ces examens, il n'avait rien au cœur. Là, il fait le vaccin, et du jour au lendemain, flac, boum, cette valve, ils ont trouvé que par la suite, quoi. Et il me dit, mais oui, mais c'est ça qui doit donner des AVC. Je fais, vous pensez pas que ça peut être le vaccin? Ah non, ne me parlez pas de ça. Et je vous montrerai, d'ailleurs, il m'a fait des belles photos, il m'a montré la valve qui était bien abîmée. Et moi, ça ne me prouvait pas que ce n'était pas le vaccin. Après, je ne suis pas médecin, mais quand même bizarre, après cette 3e dose, il me fait AVC sur AVC, thrombose sur thrombose. Le pauvre, il était violacé des 2 bras jusqu'à là, du genou jusqu'au pied, de thrombose, quoi. Il était dans des souffrances, le pauvre. Il était tellement fort en même temps, il était une puissance de force. Et voilà, et après, il est parti. Donc, il s'en est bien sorti de son opération encore. Ouais, il était solide. Très solide, parce que même il y avait des petits jeunes à côté, on ne les avait pas estubés. Enlever le... Intubé? Ouais, mais estubé. Ah oui, d'accord. Et il y avait encore des jeunes, malheureusement, des pauvres jeunes qui avaient, et que lui, c'était un des premiers où il s'est réveillé. Donc, avec un demi-poumon en moins, un emphysème au poumon. Et voilà. Et donc, j'avais le droit de le revoir que le lendemain matin. Donc, je rentre dans sa chambre, je dis, waouh, bravo, t'es un warrior, je suis fière de toi et tout. Puis là, il me regarde, il me fait,
Et je dis, mais non, mais comment tu peux me dire ça? Je dis, mais non, t'as un cœur de... Tu vas tous nous enterrer parce que t'as un cœur tout neuf. Donc voilà, ça va être bien. Et il se doutait dans la tête, ça se voyait, ça se sentait. Et puis il attendait que je lui dise aussi, mon chéri, tu ne mourras pas d'un AVC. Je n'ai jamais pu lui dire. Jamais, je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas lui dire, bah oui, bah tu vois, la tête et le cœur, c'est l'AVC dû au cœur. C'est quand je ne savais pas entre la tête et le cœur. Et là, donc c'est terrible, oui, parce que c'est 2 jours après, il commençait à... les infirmières me disent, il délire un peu, il vous croit morte, vous les enfants. Et là, je me suis dit, il n'est pas en train de délirer. Il commence déjà à être dans un autre monde. Et souvent, on dit aux gens, ils sont complètement fous parce qu'ils voient des gens partout et alors qu'ils ne sont pas présents, mais parce qu'ils commencent à être déjà dans un autre monde. Et donc, dès que j'arrive et tout, le grand sourire, le soulagement, il était content de me voir et tout ça, je vois qu'il se recalme énormément. Et les médecins, ils arrivent, ils disent, écoutez, on va refaire un IRM parce qu'on se doute de quelque chose, on a peur, on ne sait jamais. Alors je dis, bon, d'accord. Et puis là, j'ai fait venir plein de professeurs parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait. Ouais, vous ne saviez toujours pas, par la valve. Non, on ne comprenait pas. Et donc, il y avait plein de professeurs qui étaient aux côtés de lui. Moi, j'étais juste à ses pieds. Et il me dit, on va faire un IRM. Mais Jean-Pierre avait peur des IRM. Je me foutais toujours de sa tête parce que c'était comme un enfant. Il fallait que je sois derrière lui, la porte. Je fais coucou, je suis là. Si t'as un problème, je rentre. T'inquiète pas, je t'aiderai. T'as la sonnette à côté. Mais tout le temps. Mais il avait peur, hein, je t'assure. Bah, c'est un peu flippant, ça tourne, ça fait un peu cercueil. Oui, là, avoir peur, je dis, mais t'es un bébé, quoi. Je dis, c'est rien. T'as pas de piqûre, t'as rien. T'entends du bruit. Oui, ça fait beaucoup de bruit. Mais à part ça, non, mais je supporte pas. Je déteste ça. J'ai jamais aimé, je déteste. Mais tu restes derrière la porte. Oui. Et puis là, ce jour-là, ça, je m'en voudrais toute ma vie parce que il était 18h30 et les médecins me disent écoutez, mademoiselle Marquet, madame Pernaut, vous êtes fatiguée, vous êtes là tous les jours. On ne sait pas à quel moment on va pouvoir le faire passer. Il va y avoir beaucoup de monde en bas parce qu'on devrait faire ça vite quand même, mais en même temps, il va y avoir du monde, vous allez être embêtés. Rentrez pour vous reposer, vous revenez demain matin, ne vous inquiétez pas et tout. Et puis là, j'ai accepté. C'est la première fois que je l'accompagne pas. Et puis, j'ai pu juste embrasser ses pieds. J'ai même pas, tu vois, comme le dernier adieu. Enfin, c'est la dernière fois qu'il pouvait encore parler, les yeux ouverts, vraiment vivant, quoi. Et donc, je suis partie à la maison et le téléphone, il a sonné vers 22h30, 23h. Madame Pernaut, Jean-Pierre, il a fait une crise de panique en faisant cette machine-là. L'IRM. Je dis, non, c'est pas possible. Je m'en suis voulu. Parce que, il a... Oui, c'est quand même bizarre, l'instinct. Il a eu quand même, depuis longtemps, peur de cet examen. Et il a fait cette crise de panique. Et direct, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils me l'ont rendormi directement. Parce que comme il venait de se faire opérer du cœur, il ne voulait pas... qu'il s'emballe. Qu'il s'emballe et tout ça. Et moi, je m'imagine, je pense qu'au moment où ils ont dû l'allonger complètement... Comme il a dû avoir une frayeur et faire une crise. Et en sachant que je n'étais pas derrière la porte, quoi. Tu vois, comme d'habitude. Parce que je pense que là, j'aurais défoncé la porte, je serais venue, je l'aurais calmé tout de suite, ça serait calmé. On ne me l'aurait pas rendu. Oui, tu aurais été une présence rassurante. Oui, sa petite fée. Sa petite, tu vois, j'étais son infirmière, voilà. Et de toute façon, quand tu dois mourir, malheureusement, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Mais donc, quand ils m'ont appelé, quand ils m'ont dit qu'ils l'ont endormi, je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ne va jamais se réveiller. Il y aura toute la force qu'il faudrait pour se réveiller avec tout ce qu'il a vécu. C'est pas possible. Pour moi, il est parti. Et donc, je suis arrivée à l'hôpital. Donc, on me l'avait mis en semi-coma. C'est pas vraiment un coma profond. Et donc, je suis restée auprès de lui longtemps, enfin 4-5 jours. Et... Ils avaient prévu de le réveiller après? Normalement, ils me donnaient espoir de le réveiller. Moi, j'y croyais pas du tout. Ah ouais? Parce que je savais très bien qu'il allait partir, là. De toute façon, c'est marrant, entre guillemets. Avant son opération, tout le monde était inquiet parce que pendant l'opération, le médecin lui avait dit, écoutez, monsieur Pernaut, avant l'opération du cœur, je voulais vous dire que pendant votre opération, vous pouvez faire un AVC. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tout pour vous en sortir ou est-ce qu'on vous laisse partir? Carrément, il a eu ça droit dans les yeux avec le médecin et moi, j'étais à côté. Le choc.
Et là, Jean-Pierre, il fait, vous savez ce qu'il y a à faire. Et là, moi, tout de suite, je dis, Jean-Pierre, non. J'ai dit, attends, on a toujours déconné là-dessus. J'ai toujours dit que, de toute façon, t'as 17 ans de plus que moi. Un jour, je te pousserai en chaise roulante, donc c'est le moment que je te le prouverai. Donc moi, je dis, si t'arrive quelque chose, si t'as un AVC, j'ai dit, non, moi, je te pousserai en chaise roulante. Et là, il me tient le bras, il fait, laisse faire les médecins. OK. Et donc, bon, ils s'en est sortis de cette opération du cœur. Et moi, j'avais dit à mes amis, ne vous inquiétez pas pendant l'opération, je sais que ça va bien se passer. Tout le monde était inquiet. Et moi, je dis à Jean-Pierre, ton opération va bien se passer, ne t'inquiète pas, on se reverra à ton réveil, elle va bien se passer. Et elle s'est bien passée. Et j'avais dit à ma meilleure amie Muriel et d'autres personnes, ce qui me fait peur, c'est 4-5 jours à la suite. Je pense que là, il va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est réveillé, après il s'est rendormi, et 4 jours après, ils m'ont appelé, c'était le soir, ils m'ont appelé vers 23h. Je me souviens, je regardais Koh-Lanta, parce que Jean-Pierre adore Koh-Lanta, moi aussi. Et on m'appelle, on me dit Madame Pernaut, il faut venir au plus vite demain parce que ça va. Il a fait un AVC massif. Dans le sommeil? Oui, dans son son semi-sommeil. Dans son coma. Ils ont refait un IRM, ils ont vu qu'il a fait un AVC massif côté gauche, donc paralysie totale, le pire. Ah oui. Qu'on peut avoir, oui. Et alors moi, sur le coup, je fais oui, on va le réveiller quand même. Il faut que vous passiez demain matin très vite. Et là, j'essayais, même si dans ma tête, je savais qu'il allait partir, là, mais je n'avais pas envie de l'accepter. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé toute sa famille, sa première famille, son ex-femme, ses 2 enfants, pour qu'ils soient auprès de Jean-Pierre. J'ai appelé ma fille, j'ai appelé ma meilleure amie, et j'ai appelé Tom, qui était à Lille. Donc, j'ai fait partir sa petite copine, prendre le train pour aller à Lille, pour pas qu'il soit tout seul, Tom. Parce que Tom, il savait pas qu'il était endormi, son père. Je lui avais pas dit. Parce qu'il était en plein examen et son père m'avait dit, surtout s'il m'arrive quelque chose avec l'opération du cœur, parce que comme il s'est réveillé, je lui avais dit, Jean-Pierre, j'ai dit à Tom, c'est bon, il est réveillé, mais on me l'a rendormi le lendemain, quoi. Et ça, je pouvais pas le dire à Tom, il était en plein examen et Jean-Pierre ne voulait pas. Donc, je dis, si jamais il disait quelque chose... Et donc, là, on n'a jamais pu le réveiller. Donc, j'ai prévenu sa petite copine qui allait chercher Tom à Lille. Et je dis, bon, tu lui dis pas grand-chose, pas froidement comme ça, je voudrais moi lui parler et tout. Et d'ailleurs, Tom, il comprenait pas, il arrive à l'hôpital et il me dit, maman, je suis en balle d'hôpital, pourquoi tu veux venir me chercher? Je dis, oui, attends-moi, je descends. Parce que comme il était branché de partout, le pauvre Jean-Pierre, je voulais pas, c'est quand même un choc. Je dis, voilà, ton père, il est en train de partir. Je sais pas si tu veux être auprès de lui, parce que je te force pas, parce que ça va être assez dur par rapport à l'image que tu avais avant. Donc, si tu ne veux pas rentrer... Il me fait, mais comment ça? Mais non, il parle encore. Non, il me parle. Il a parlé il y a 5 jours, parce que tu nous as envoyé la vidéo et tout. Oui, mais je n'ai pas pu te dire qu'on l'a réendormi. Comment ça, on l'a réendormi? Je fais, oui, parce qu'il fait... Enfin, je lui explique. Et là, il est tombé des nues, le pauvre. Ça a été violent pour Tom. Oui, bien sûr. C'était violent. Mais il a eu cette force, il a dit, non, C'est Jean-Pierre qui n'a pas voulu lui dire Oui, parce qu'il était en plein examen. Il a dit, jamais il y a quelque chose, je ne veux pas que tu dises, laisse-lui faire ses examens, ça ne servirait à rien. Oui, mais... Oui, mais je ne peux pas... Évidemment. Je suis ce que Jean-Pierre me demande. Évidemment. Et non, mais c'est gentil de sa part, mais en même temps... Mais Jean-Pierre était tout le temps comme ça, ultra généreux et tout ça. Et je sais, je sentais qu'il allait partir. Et ce qui le faisait chier, c'est de me laisser seule. Il n'était pas prêt pour ça. Il n'était pas prêt à me laisser seule. Et ça, c'était dur pour lui. Parce que la vente de la maison n'était pas faite, parce qu'il y avait plein de papiers à faire, parce qu'il voulait toujours que tout soit bien carré. Et il s'inquiétait énormément, tu vois. Non, c'était quelqu'un extrêmement généreux. Et puis, voilà, donc toute sa famille est arrivée. Toute son ex-femme et tout ça, Ouais. Ses enfants. Ses enfants. Donc, il y avait son ex-femme, Olivier, Tom, Julia, Lou et ma meilleure amie, Muriel. On était tous autour de lui avant de... On a eu une réunion tous ensemble. Et sa sœur, sa fille, qui est médecin, m'a dit que ça serait de l'acharnement et ça serait inhumain. Et c'est là que j'ai dit oui, bien évidemment. Donc voilà, donc on est resté près de lui, il n'est pas resté seul. Ah wow. T'as pu être là jusqu'au bout. Ah oui, mais je ne l'ai pas lâché. J'ai tenu la main, je lui ai parlé, sans arrêt. Je regardais cette machine. Donc tu te dis, tu sais pas à quel moment il va partir, tu vois. Donc je suis restée, toute la famille est restée à côté. Et vous attendez tous autour? Oui. Ouais. Il a eu cette chance qu'on soit tous d'être autour entouré. de lui. Ouais, et je pense que de là-haut, il devait être très heureux, parce que son âme déjà était là-haut, hein, ça je sais qu'il était au-dessus. Ah, tu crois que c'est déjà... Ah, mais je suis 100% sûre, mais bien évidemment.
Ceux qui parlent de EMI, vous avez vu toutes les expériences qu'on a, tous les De EMI, c'est Oui. les sorties de corps. Ouais. Et tous les L'expérience. expériences de mort imminente. Mort imminente, ça. C'est énorme, énorme. Tous les gens qui racontent ce qui s'est passé, ils étaient morts cliniquement et qu'ils ont vu leur femme qui était encore dans leur cuisine en train de préparer un petit repas, qu'ils racontent exactement les histoires qui se passent et qu'ils ont bien vu que eux ils étaient au-dessus, qu'ils voyaient le corps. Et il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de messages comme ça. Tu en reçois, toi, des messages de gens qui t'écrivent depuis Beaucoup. la sortie du livre et Ah tout mais que ça. C'est vrai? Mais c'est touchant. C'est touchant parce que, enfin, je suis pas folle. Enfin, je peux en parler librement. Merci d'en parler. Et ils m'envoient des photos de leurs signes à eux. Par exemple, là, il y a 2 jours, j'ai la photo encore, magnifique. Elle pensait à son papa qui est décédé depuis 6 mois. Et elle faisait de la purée avec une cuillère en bois. Elle tournait. Et il y avait de la purée qui était sur le manche de la cuillère en bois. Et c'était marqué papa. Avec la purée, dessiner papa avec les trucs. Un truc de dingue. Est-ce que les médecins se sont bien occupés de lui jusqu'au bout? Ah oui, alors pour ça, franchement, ils ont été admirables, les médecins. Ils ont fait leurs recherches, ils ont cherché, ils étaient à leurs petits soins, ils adoraient, ils étaient fiers, ils étaient contents. Enfin, contents de le voir, mais c'est un grand mot. Mais par contre, à la fin, ce qui m'a choquée, qui m'a vraiment choquée, quand son cœur s'est arrêté... son médecin me dit, surtout, vous dites bien qu'il est mort du cancer. Pourquoi il me dit ça? Non. Bah non, parce que 1 mois et demi avant, on a fait un PET scan, il n'y avait plus de traces de cancer de poumon. Je veux pas dire qu'il aurait pas rechuté 6 mois ou 8 mois plus tard, ça, je ne sais pas. Mais il n'est pas mort du cancer. Et même quand vous regardez sur Internet, vous voyez « mort de Jean-Pierre », il est mort du cancer. Non, il n'est pas mort du cancer. Du tout. C'est la tête. Et moi, je pense que c'est dû au 3e vaccin qui me l'a tué, malheureusement. Je pense. Quand les Français apprennent sa mort, tu vas recevoir beaucoup de messages de soutien. Il y a TF1 qui va vouloir diffuser l'enterrement à la télé. Toi, tu refuses? C'est pas que je refuse. C'est pas moi qui refuse. C'est Jean-Pierre? C'est ni Jean-Pierre qui refuse. Qui voulait pas avant? C'est quelqu'un de la famille qui refuse. Je pourrais pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un de la famille qui a refusé. Et moi, ça me dérangeait pas parce que je pensais, déjà, de toute façon, c'était foutu pour la discrétion et tout ça, parce que moi, j'aurais voulu, ce que Jean-Pierre aurait voulu aussi, quelque chose d'intime entre nous. Voilà, mais là, j'ai pas pu faire autrement. Il y a eu les présidents, voilà, j'ai pas pu faire autrement. Et je le comprends. Donc, comme je pouvais pas le faire comme je le voulais, pourquoi ne pas le rendre aussi au public avec des écrans géants à l'extérieur de l'église? Sauf qu'il y a quelqu'un de la famille qui ne voulait pas. Et moi, il était hors de question que j'aille contre la volonté d'une personne de la famille. Il y avait son ex-femme aussi, là. Oui. C'est pas difficile, les familles recomposées, à ce moment-là? Est-ce que ça tient le choc? Non, on se soutient énormément. Bien sûr que non. Et on a toujours été solidaires. Les 2 familles on a toujours été solides. Et toujours proches de Jean-Pierre, on l'a toujours aidé aussi. Donc non, bien sûr que non. Les gens du milieu t'écrivent? M'écrivent les gens. Envoient des messages, te soutiennent? T'as du soutien des amis de Jean-Pierre? Ah oui, mais plein. Du métier même? Ah oui. Jean-Luc Reichmann, il continue toujours, d'ailleurs. Nikos Aliagas aussi, un amour. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la couverture de mon livre. Ah, c'est vrai? Ouais. Qui a fait la photo? Ouais. De la couverture, qui est très fort en photo. Et qui me l'a offerte. Ah, c'est très généreux. C'est très généreux. Un signe de toi, si vous voulez lire. Là, on parle évidemment de plein de choses, mais c'est beaucoup plus complet dans le livre. Évidemment, on ne peut pas tout raconter en 1 heure et quelques. Mais voilà, c'est chez Guy Trédaniel. Je vous mets le lien, je vous l'avais dit, en cliquable sous la vidéo. Si vous voulez prendre le livre de Nathalie pour vous le commander, etc., il est dispo dessous. Du coup, c'est pas retransmis. Vous faites ça en famille, etc. Tu vas avoir des signes, c'est le sujet, un signe de toi. Tu as des signes tout de suite ou c'est longtemps après? Comment ça se matérialise? Tout de suite. Un truc de dingue. En plus, j'en avais parlé à Jean-Pierre déjà à l'hôpital. Je lui ai dit, Jean-Pierre, j'ai dit, si t'arrive quelque chose, et pour pas lui faire peur, je dis, comme à moi, il peut m'arriver quelque chose en allant à l'hôpital, je peux avoir un accident. Et j'ai dit, moi, je t'enverrai des signes. Et le signe que je te ferai, c'est que je te chatouillerai tes doigts de pied. Ah non, pas les doigts de pied, je suis trop chatouilleux, il me disait. Et je dis, toi, t'as intérêt. Il me fait, mais comment ça, tu veux que je te fasse des signes? Je dis, oui, si t'arrive quelque chose, tu me promets que tu feras des signes. Il fait, mais comment tu veux que je fasse? J'en sais rien, moi, je sais pas comment on fait. Je dis, mais t'inquiète pas, là-haut, tu seras dirigé, tu sauras faire. Et quand il est parti, premier signe que j'ai eu, je sors de l'hôpital. Alors, ça faisait plus d'1 mois et demi, tous les soirs, je sortais de l'hôpital. La tour Eiffel était illuminée. Et c'était notre premier rendez-vous. Où je lui ai dit, je veux avoir des enfants, je veux faire ma vie avec toi. Ça.
Je prends la voiture avec mon amie Muriel, toujours. Elle était garée au troisième sous-sol ou deuxième sous-sol, je ne sais plus, du parking de Pompidou, de l'hôpital. Je prends ma voiture. Non, tu captes pas du tout de radio. La radio s'allume sur Johnny Hallyday. Allumer le feu, sa chanson préférée de Johnny, c'était Allumer le feu. C'est énorme. Ça, direct. Je rentre à la maison, je parle à Jean-Pierre. Je dis, mon Dieu, Jean-Pierre, j'espère que je vais être à la hauteur parce que les enfants font des études, ça coûte cher, ça va pas être évident, ça m'inquiète, j'ai très peur. J'espère que ça va aller, finances, tout ça. Et je lui parle comme ça. Et puis, bon, après, je vais dans ma cuisine, je fais une petite omelette. Et pendant que je fais cette omelette, j'ai quelque chose qui me dit « Va à la bibliothèque, va à la bibliothèque ». Je me parle de ça, je fais « Non, j'ai pas envie d'aller à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à la bibliothèque ? J'ai envie de cuire mon omelette, j'ai faim, tu vois ». Et puis, c'était tellement fort à l'intérieur, « Va à la bibliothèque ». Je dis « Bon, ok, je vais à la bibliothèque ». J'enlève la poêle du feu, je vais à la bibliothèque, mais devant la bibliothèque, j'ai 300, 500 livres, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Énorme. Et là, je dis, bon, je fais quoi devant cette bibliothèque? Tu vois, je dis, bon, je suis à la bibliothèque, je fais quoi? Et là, ma main, je prends un livre. Et dans ce livre, il y avait 500 €. 5 billets de 100 €. Et je venais de parler à Jean-Pierre de l'argent. C'est quand même... Alors, tu savais pas qu'il avait caché Bah 500 non. € là-dedans? Bah non, je savais pas. Je me demande si lui se rappelait s'il avait mis 500 € une fois là-dessus. Des fois, il peut prendre du liquide pour si jamais les enfants ils voulaient partir à un voyage. Enfin, je sais pas, un truc. Ouais, bien sûr. Je sais même pas si lui savait, parce que depuis quand est cet argent-là? Je sais pas. Ah, c'est drôle. T'as regardé dans les autres livres? Pas te le cacher. Dans chaque Parce livre. qu'on sait jamais. Et attends, il y en avait dans d'autres ou juste Non, dans un? juste dans celui-là. Il aurait pu en avoir dans le 4, Ah non, 5, mais tu vois. je dis, ça serait bien, Jean-Pierre, tu veux pas les pondre? Non, je T'as rigole. passé la soirée à ouvrir les livres. Ouais, c'est vrai, c'est une question que tout le monde aurait fait. C'est quelque chose que tout Mais le monde bien aurait fait, évidemment hein. que j'ai regardé. Tu trouves dans un livre, après tu... Bah oui. Et t'as un autre signe aussi en rapport avec le sapin. Oui. Ça me fait rire quand j'y pense. Pourquoi? C'est quoi? Parce que pour le Refais-la. funérarium... Non, merde, comment on dit maintenant? Si, c'est ça. Funérarium. Refais-la propre, t'inquiète. Pardon. Et là, t'as une autre histoire aussi, t'as un autre... T'as vu, il y a quelque chose. C'est un signe, Jean-Pierre, il veut pas qu'on en parle. Est-ce que quelqu'un peut... Et là, ça va couper, il va y avoir un truc qui casse. Et t'as eu un autre signe aussi en rapport avec le sapin. C'est quoi? Parce qu'il faut un code pour aller au funérarium. C'est quand même Attends, le il y a mot bien- il y a bien d'autres le noms. plus glauque du monde. Funérarium. Mais j'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? 3. Je vais pas arrêter de le dire. Et t'as un autre signe aussi en rapport avec le sapin. C'est Oui. quoi? Alors, vous savez, pour aller à la mort, pour aller voir Jean-Pierre, j'ai demandé pour mettre un... C'est trop bizarre parce que là, tu souris moi aussi. C'est trop chelou. Ah ben oui, c'est vrai, en fait, t'as raison. Parce que d'habitude, je souris pas du tout, mais pour là, aller je à la mort, reprends. Jean-Pierre. Attends, quelle Attends, c'est horreur. bizarre, Nathalie. Et t'as eu un autre signal aussi en rapport avec... Non, mais je peux Fais dire arriver, non, putain. mais tu sais, il est comique parce qu'au début, non, Fais mais arriver. parce qu'il y a un côté comique. Mais c'est parce que le mot sapin, moi, j'ai rigolé au début avec ma J'en peux copine. plus, j'en peux plus. Je te jure, j'ai J'en peux rigolé. plus. J'ai pas arrivé à te lancer là, sur ce sujet. Je me connais. Comment on dit funéra... Pense à géranium, funé- anium, funérarium. Non, pas du tout en fait. Mais non. Pas du tout, funérarium. Jean-Louis. Mais non. Ouais. Funérailles, funérarium. Funérarium. Voilà. Funérarium. Attends, on l'attend. Mais Ton j'arrive livre. pas. En fait, il faut se concentrer, regarde. Et t'as eu un autre aussi. Oh ma vache. Oh, On va jamais en oh partir. bêtisier. On va jamais en partir. Je vais m'embourber là dans un chemin de terre. Là. On la retente une fois, puis ça n'arrive pas, Rien que d'imaginer, je repars là. Et t'as un autre aussi. J'ai bavé. C'est la fatigue. J'ai bavé, putain. J'ai On est en bout bavé. de course, là, j'ai plus d'essence. Attends, j'ai bavé, gars. Merde, mais comment on le dit? Funérarium. Comment t'as dit? Funérarium. 2 R. Funérarium. Funérarium.
C'est Jean-Pierre, ça. Attends, Ça, c'est Jean-Pierre. attends, je pense que Je t'assure. s'il nous voit, il sera content qu'on se marre. Ah, ben oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, il nous voit. Et là, tu as un autre signal en rapport avec le sapin. Ah oui, alors ça, c'était vraiment comique. Enfin, comique. Parce que je dis à ma copine, écoute, je vais trouver le mot sapin pour... Mais non, mais tu sais pourquoi? Pour que les gens puissent aller voir. On est en roue arrière depuis tout à l'heure. Donc, on puisse aller voir. Pour qu'on puisse aller voir Jean-Pierre au funérarium. Oh mon Dieu, Jean-Pierre. Attends. Oh, aide-nous. Waouh. Funérarium. Funérarium. Attends, ce frère. Ils attendent aussi. On bug sur le pire mot, gars. Mais, mais parce que. On va se non, faire... mais parce que moi, je sais l'histoire et ce qui me fait rire, c'est le mot sapin. Ah ouais, parce ouais. qu'après, l'histoire, elle est belle. Elle finit bien. Bon, alors attends, je te donne un autre mot. Ok, 3, 2, 1. Et tu as un autre signe aussi en rapport avec le sapin. Oui. Alors, c'est un peu comique, le sapin, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bah oui, parce que pour aller voir Jean-Pierre en chambre mortuaire, il fallait que je donne un mot code pour pas que n'importe qui aille le voir. Et donc, le matin, je me réveille, je dis à ma copine Muriel, je dis, écoute, j'ai trouvé le mot code. Ça sera sapin. Et là, ma copine, elle me regarde, elle fait, sapin, c'est glauque, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on pense sapin... Cercueil. Sapin, cercueil, c'est pas terrible. Je dis, bah, écoute, je sais pas. C'est ce que j'ai eu comme image. Et comme Jean-Pierre adorait le jardinage, je trouvais ça bien. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est glauque. Donc, je téléphone à l'hôpital. Et je dis, voilà, il va falloir mettre un mot code pour la chambre mortuaire. Et elle me dit, excusez-moi, il va faire beaucoup plus gros que ça. Parce qu'il y a des pompes funèbres qui ont essayé de rentrer. Et donc, ils n'étaient pas du tout prévus, ce n'étaient pas du tout ces gens-là que moi j'avais pris. Et parce qu'ils voulaient prendre une photo de Jean-Pierre. Du corps de Jean-Pierre? Du corps de Jean-Pierre. Mais je te crois. C'est des enfoirés. Ça m'a fait penser à ce que Romy Schneider avait vécu, quoi. Avec son fils. Mais attends, mais vraiment, encore en 2024, mais ils pensent faire quoi de la photo? Enfin, ça n'a aucun sens. Mais je crois que le mec, je le tue, quoi. Ah bah... Tu vois, Et donc, on a décidé... Il fallait un mot de passe pour que les gens puissent rentrer, les amis, la famille. On a fait plus que le mot de passe. Elle m'a dit, maintenant, chaque personne qui veut venir, Madame Pernaut, il n'y a que vous devriez être sur place. Et veut dire, même pour ma fille et mon fils. Elle m'a dit, je ne donnerai pas d'autorisation si vous n'êtes pas à côté pour dire, oui, cette personne, je la connais, elle peut rentrer. J'ai été obligée d'être là-bas. Ah, c'est vrai? Oui. Wow. Ah oui, comme ça, son corps était bien gardé. Et donc... avant d'aller revoir Jean-Pierre à l'hôpital, enfin, chambre mortuaire, je me gare au parking de l'hôpital Georges Pompidou. Et j'avais ma copine Muriel. Et il y avait plein de places. Et, parce que je suis arrivée très tôt. Et je choisis une place, je me gare. Je descends de la voiture. Et ma copine, elle me fait « Oh !» Et moi aussi, en même temps. Je dis « Mais c'est quoi, ça ?» Sur la roue gauche, un morceau de sapin. J'ai dit, tu vois, Muriel, que Jean-Pierre aime bien le mot sapin. On a rigolé. Tu vois, c'est quand même dingue. Qu'est-ce que un morceau de sapin? Il y a 50 000 places. Tu vois, et puis je te dis, le truc qui est venu d'un coup, sapin, parce que Jean-Pierre aimait bien le jardinage, donc je suis sûre qu'il était d'accord avec moi. Ouais, et puis des sapins à Paris, il n'y en a pas 50 non plus, c'est vrai que c'est fou. C'est dingue, surtout sous un parking à l'hôpital, quoi. Attends, et tu avais une histoire, tu m'avais raconté avec la télé. Ah oui, aussi. voilà, Tu peux la raconter, celle-là? Oui, alors il est 4 heures du matin. Et on a eu plusieurs trucs avec la télé. Hein. Mes enfants aussi ont eu la télé et moi j'ai eu la télé. Et il est 4 heures du matin et la télé s'allume. Donc moi je suis quand même très terre à terre. Je dis, j'ai dû m'endormir sur la télécommande, tu vois. Donc je cherche et tout, puis je la trouve pas. Et après je la trouve et j'étais à la télé, puis je repose. Elle se rallume. Je dis, c'est quoi ça? Donc je rappuie bien. Et elle se rallume. Et là j'éclate de rire. Et je dis, ah non Jean-Pierre, il est 4 heures du matin. J'ai envie de dormir demain matin, je me lève tôt. Tu peux pas me faire un signe plus tôt? Parce que j'étais sûre que c'était lui. Parce que j'ai pris les 2 télécommandes, je les ai mis devant moi, j'ai pris mon portable, j'ai filmé. Il y a les 2 télécommandes devant, la télé se met toute seule en marche. J'éteins, elle se met en marche. J'éteins, elle se met en marche. Donc, j'ai pris nouveau la télécommande et tu sais, j'ai changé HDL, HM, je sais plus quoi, parce que comme ça, tu ne peux plus capter de chaîne. J'ai fait ça, tout ça en filmant, j'ai montré, je pose, elle se rallume. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle se rallume
Donc à 4 heures du matin, et la première phrase que j'entendais parler, c'était un médecin qui parlait du cœur. Ça parlait de cœur, hein, de maladie du cœur. Et donc j'ai dit l'amour, il est parti avec de son cœur, il est parti, enfin voilà tout ça. Mhm. Et donc après, j'ai dû aller débrancher la télé pour qu'elle s'éteigne. Et oui, et c'est ça que je voulais dire, pardon, sur la chaîne LCI, la Ok. dernière chaîne qui bossait. D'accord. Tu vois, c'était pas sur TF1, sur la 2, sur t'as 50 000 chaînes. Moi, je regarde. En plus, quand j'étais à ma télé, souvent, moi, c'est plutôt sur Netflix. Le soir, avant de m'endormir, j'aime bien regarder Netflix, tu vois. Et ben non, ça s'est même pas remis sur la chaîne. Et Tom a vécu le même signe? Oui, alors oui, parce que Tom, très terre à terre, il me dit ouais, maman, j'en ai marre, tes signes, moi, j'en ai pas. Ou alors, ce papa, il m'aime pas et tout. Je dis mais non, mais Tom, il faut être observateur. Ça se travaille, faut que je suis sûre qu'il t'envoie plein de signes, mais tu les vois pas. Il me fait, mais non, mais moi j'en ai marre et tout, donc je veux un signe. Alors, il est dans le salon, c'était pendant les élections présidentielles, et il était dans le salon avec sa petite copine, et moi j'étais dans ma chambre pour regarder les élections présidentielles. Et à la maison, il y avait une grande photo de Jean-Pierre, encore avec plein de bougies et des fleurs, des gens qui m'offraient des fleurs pour Jean-Pierre. Et Tom, il se met devant cette photo pendant les élections, et puis il fait, papa, fais que la télé s'arrête, papa, fais que la télé s'arrête. Presque une demi-heure comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va arrêter. Et d'un seul coup, la télé, arrêt sur image sur la télé du salon, et dans ma chambre, arrêt sur image. Il fait, ça y est, papa m'a fait un signe, papa m'a fait un signe. Je dis, bon, ben c'est bon, alors tu vois, maintenant, je voudrais suivre les élections, mon chéri. donc, il fait, bon, ben, je vais lui demander le remettre. Je fais, oui, s'il te plaît. Alors, il fait, papa, remets. Au bout de 3-4 fois, sa télé à lui s'est remise. Alors que la télé, d'habitude, s'arrêtait jamais? Non, bah écoute, non, j'ai jamais. Mais non, mais les deux en même temps, au moment où il pose cette question, moi, j'ai pas eu de problème. Ma copine, moi, j'avais ma grande maison et j'avais ma petite maison à côté où j'avais ma meilleure copine, sa télé s'est pas arrêtée. Ah oui, d'accord. Tu vois? Non, mais ça aurait pu être une panne Internet, et tu peux toujours te Ah raccrocher à non, des non, non, trucs. non. Non, parce qu'après, le truc, c'est que. Oui, bien sûr, j'aurais pu. Mais le truc, c'est que quand il a demandé que la télé revienne, sa télé, elle, lui, elle est revenue. Mais ma télé à moi, elle est restée bloquée sur TF1, elle s'est pas redébloquée. J'ai dû remettre la 2. Ah oui, d'accord. Wow. Et la 1, elle ne marchait plus. Est-ce que vous aviez déjà parlé de l'après avec Jean-Pierre? Est-ce que Oui, vous aviez beaucoup. déjà prévu, même pour ta vie à toi personnelle après? Tu vois, est-ce que tu peux retrouver l'amour? Est-ce que tu vois comment ça se passe une discussion quand quelqu'un va partir? C'est intéressant aussi comme sujet. Oui, ben, on n'a jamais. Non, on parlait pas. Moi, je parlais beaucoup de la mort, des signes, de tout ça, que c'est bien là-haut, que tu vas rentrer dans un amour encore plus fort que sur Terre, que tu seras protégé, que tu seras toujours auprès de moi. Et il m'a jamais parlé à moi. Par contre, il a parlé à une de ses collaboratrices de TF1 et à Dominique Lagros-Sans-Père, que je ne savais pas. Qui est qui exactement? Alors, Mona, elle travaillait toujours avec lui à TF1, enfin, elle l'aidait beaucoup. Et Dominique Lagros-Sans-Père, c'est celle qui faisait des fois le 13h avec lui pour parler les plus beaux marchés de France. D'accord. Et ce qui est dingue aussi, c'est un jour, je vais au cimetière et je parle à Jean-Pierre et je lui dis voilà, chérie, je suis pas prête à refaire ma vie, personne ne pourra te remplacer et tout ça. Et j'ai cette Mona qui arrive, que je n'avais jamais rencontrée, et que Jean-Pierre m'en avait beaucoup parlé de Mona. Et il fait bonjour, je suis Mona. Je suis très contente de te voir, je la serre dans mes bras et tout. Et elle, d'elle-même, elle fait, tu sais que Jean-Pierre voudrait que tu refasses ta vie. Je dis, oh bah non, je dis ça m'étonnerait parce que c'est quand même quelqu'un de très jaloux. Donc, puis je suis vraiment pas prête à ça et j'ai pas envie. Elle m'a dit, si, je dis, mais j'y crois pas. Elle me fait, mais je te promets, tu peux même demander à Dominique Lagros-Sans-Père parce qu'on en avait discuté ensemble, parce que Dominique Lagros-Sans-Père, 1 an auparavant, elle avait perdu son mari aussi du cancer des poumons, enfin, elle, du cancer de poumons. Et elle avait refait, 5 mois après, elle a refait sa vie. Et beaucoup de mauvaises langues ont dit, ouais, elle a refait sa vie, c'est pas cool, elle vient de perdre son mari. Et Jean-Pierre, par contre, lui, il l'a soutenu. Il a dit, mais n'écoute pas les autres, moi je te soutiens. D'ailleurs, si ça devait m'arriver, j'aimerais vraiment que Nathalie refasse sa vie. Et Mona qui me sort ça au moment où je parle à Jean-Pierre de ça. Voilà, donc ce qui est dingue, c'est que lui, il aurait voulu que je refasse ma vie. Mais moi, là, franchement, pas prête, pas envie, quoi. Comme je dis, la personne qui, tu te rends compte, Jean-Pierre Pernaut. Qui a été toute ta vie, quoi. Oui, 21 ans, mes enfants, ma vie, quoi. Oui, il me dit, oui, mais t'es belle, t'es jeune. Déjà, je suis plus jeune non plus. Et que moi, je pense au travail, à mes enfants. Moi, je veux le bonheur de Tom et de Lou. Mais 2 chiens aussi. Ben, tu sais, c'est tout con. Ouais, je sais, c'est la famille, c'est la Mes 2 famille. bergers allemands, Jean-Pierre les adorait. Il y a même un des chiens qui avait ressenti la mort de Jean-Pierre aussi, qui n'avait pas mangé la veille et toute la journée avant sa mort.
Donc, alors que c'est un chien qui mange énormément. Et là, il n'a pas voulu manger de la journée, donc c'est quand même un truc de dingue. Et puis non, puis j'ai pas envie, quoi. Et puis, il faut vraiment qu'il soit... Waouh, au niveau de Jean-Pierre Pernaut, il n'y en a pas beaucoup, quoi. La barre, elle est haute, hein. La barre, elle est haute. Après, comme je dis, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien, parce qu'on dit toujours, faut jamais dire jamais. Mais j'ai pas envie, mais ça sera lui qui me le remettra sur le chemin, s'il se passait quelque chose. Ma chanson préférée, c'était l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, c'est ça? Il y a un garçon qui s'appelle Raphaël Sévère, qui est clarinettiste, qui a 29 ans, qui est vainqueur du concours de Tokyo à l'âge de 12 ans, nommé en 2009 révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique à l'âge de 15 ans. Il a joué dans des nombreux orchestres comme le London Philharmonic Orchestra, enfin des très très gros orchestres. Il va venir jouer l'hymne à l'amour à la clarinette, là, juste pour toi. Et pour Jean-Pierre. Et pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre qui est là, c'est sa chanson qu'il adore, quoi. C'est touchant. Donc, on t'avait pas dit ça, hein, c'était vraiment une... Non, mais arrête, tu vas me faire pleurer. Parce que là, je vais entendre ça, c'est... Waouh. C'est beau. On va faire rentrer Raphaël maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti, Raphaël Sévère. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Tiens, si tu veux venir, bienvenue à toi. Merci beaucoup de venir jusqu'à nous. Bah, je te check. Merci à vous. Enchanté, Nathalie. Alors toi, Raphaël, toi, t'as joué dans de nombreux orchestres très haut de gamme. Félicitations. Merci. C'est une clarinette? C'est une clarinette. Ça fait depuis que tu es tout petit, tu joues de la clarinette? Ouais, depuis jeune, ouais. Ouais. Depuis 8 ans. Je mets tes réseaux sociaux, Raphaël Sévère, en dessous, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez le suivre. Allez voir ce qu'il fait sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Là, tu vas faire l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, qui était la chanson préférée de Nathalie et de Jean-Pierre Pernaut aussi. Tu vas la faire à la clarinette. À la clarinette. Donc, c'était un défi pas si facile parce qu'on a un instrument monodique, ce qui veut dire qu'on ne peut jouer qu'un seul son à la fois. Donc, on n'a pas toutes les harmonies, comme par exemple un piano ou une guitare. Mais voilà. D'accord. Tu l'as appris exprès? Ouais. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Touchant. Écoute, quand tu veux, on a rajouté un micro sur la table pour que vous sachiez. Comme ça, on peut prendre le son et c'est parti quand tu veux. Merci beaucoup. Waouh. Voilà. Formidable. Il faut de l'énergie, non, pour... Faut du souffle. Waouh. souffle. Pour la clarinette. Merci beaucoup. Raphaël Sévère, voilà, si vous voulez les suivre, voir un peu ce qu'il fait, etc. Je disais, tu es vainqueur du concours de Tokyo à l'âge de 12 ans. Mais en 2009, révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique et tout. Donc, à l'âge de 15 ans après et tout. Donc, voilà, tu fais beaucoup de choses très qualitatives. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'est un honneur. Et puis, si je peux dire juste un Bien petit sûr, mot bien sûr. en hommage à Jean-Pierre Pernaut, qui était vraiment un animateur qui, pour moi, était très sincère et puis parlait à beaucoup de gens. Et les rares fois où je tombais sur son journal, c'était toujours très sympathique, très humain. Et c'était une des personnalités de la télé que j'aimais beaucoup. Donc, je suis heureux de vous rencontrer Merci et de vous beaucoup. offrir ce petit cadeau. C'est un très grand. Merci mille fois. Très Merci, grand. Raphaël. à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, petit. Ouais, c'est toujours des messages d'amour. Ouais, c'est vrai, beau. c'est vrai. Hein. Ah ouais, c'est... Tu réponds aux gens sur les réseaux? Ah oui, je mets tous les soirs 2 heures et je réponds à tous. C'est normal parce qu'ils me posent plein de questions par rapport aux signes, par rapport au deuil, par rapport à plein de choses, par rapport à ce qu'eux, ils vivent. Donc, il y a des gens, malheureusement, ils perdent leur mari, leurs 2 enfants, mais c'est terrible, dans un accident de voiture.
Il y a plein de choses qui sont terribles, donc je leur dois de leur répondre. Donc je mets du Tous temps, les soirs, mais au tu prends moins un tous peu de les temps. soirs, je prends 2 heures pour répondre. Voilà, je peux mettre tes réseaux en cliquable aussi. Tiens, si vous voulez écrire à Nathalie, ça lui fera plaisir. C'est toujours sympa, plein d'amour et tout. Je vous mets les liens en cliquable sous la vidéo de tous les réseaux sur lesquels tu voudras que l'on mette le lien. Il y a ton livre donc, qui s'appelle Un signe de toi. Je rappelle, chez Guy Trédaniel, voilà, en édition. Je vous mets le lien cliquable si vous voulez prendre le livre. Il y a des photos dedans. Voilà, on en aura mis déjà dans l'émission quelques-unes, mais il y a plein de photos très sympas à l'intérieur. On suit tout ça. Merci beaucoup d'être venu. Je te check de loin, mais merci beaucoup d'être venu. On a rigolé. C'était émouvant. On a eu tout un panel dans la même émission avec toi. Je suis très contente d'avoir reçu. Ah bah, moi aussi, très contente d'être venue. Merci beaucoup. Merci à vous tous de suivre de plus en plus nombreux Légendes. Merci à vous tous. Là, je sais que ce mois-ci, au mois du tournage, vous êtes 204 000 à nous avoir rejoints en 28 jours sur YouTube. Donc, c'est énorme. Continuez de vous abonner, à commenter l'émission. Moi, j'adore lire aussi, comme Nathalie, les commentaires. Je réponds au maximum. J'adore lire les commentaires sous les vidéos YouTube pour de vrai. N'hésitez pas à les liker et une petite cloche pour avoir une notification. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanche, des interviews. Merci mille fois de nous suivre. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Et on est dispo en podcast audio pour ceux qui veulent aussi. Je vous embrasse fort. Merci encore Nathalie. Bisous à tout le monde. Bisous, bisous.